Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir à l'Unipartenariat PSL. Madame Tourdelier, vous allez être interrogée par une enseignante chercheure de l'école et un élève, un ancien élève d'ailleurs, en aucune espèce. Je pense que c'est assez typique de ce qu'on fait à l'école où on cherche à avoir des relations partenariales avec nos élèves. Vous l'avez dit, les promos sont suffisamment petites, les taux d'encadrement suffisamment élevés, la matière ingéniérique s'y prête aussi pour qu'on essaye de travailler vraiment ensemble avec les élèves et donc avec les anciens et donc sur ce sujet qui gratte régulièrement les ingénieurs. Pourquoi y a-t-il peu d'ingénieurs en politique? Qu'est-ce que ça veut dire être en politique d'ailleurs? Puis qui c'est qui ces gens qu'on voit à la télé? On a eu envie, c'était chouette de la d'essayer d'ouvrir la boîte en ingénieur et de rencontrer pour de vrai des politiques. C'est le dispositif de ce cycle et vous le représentez parfaitement. Alors j'ai compris, vous me disiez en arrivant que vous aviez préparé l'intervention de Cécile Duflot il y a probablement quelques années. Du coup, au moins 10 ans. Il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient déjà là. Quand elle est venue dans des circonstances analogues, tu te souviens de Cécile Duflot à l'école? Ah voilà. Vous étiez... Ah non, je parle de Cécile Duflot, ça quand même. mais de Cécile Duflot à l'école, voilà. Donc effectivement, et donc vous voyez, il y a déjà un élément dans la vie politique, c'est qu'on s'inscrit dans les traces d'eux, les cheminements d'eux, et après avoir été collaborateur, on devient politique soi-même. Vous êtes engagé dans la vie politique depuis plus de 10 ans, à travers des mandats locaux et régionaux, et que ce soit dans la ville d'Hénin-Beaumont, dans la région des Hauts-de-France, ce sont vos terres d'élection, et puis dans la vie partisane aussi, à travers l'animation d'un parti politique. Alors ce soir, vous ne portez pas votre veste verte. Alors moi, j'ai vu. Si, c'est vert. C'est un vert forêt. Je vous ai déjà vu dans des vestes plus pétantes. Oui, mais là c'est l'hiver, donc. Alors pardonnez-moi, ça vous saurez. C'est couleur sapin de Noël. Je suis daltonien. Mais donc vous portez ce soir votre veste verte, symbole de votre sensibilité politique, et beaucoup d'entre nous vous ont découvert ou reconnu lors des présidentielles de 2022. Vos prises de parole, notamment depuis les dernières élections législatives, puis désormais face aux enjeux budgétaires nationaux, insistent évidemment régulièrement sur le besoin de prendre en compte dans l'ensemble des politiques publiques les limites de la planète sur laquelle nous habitons, et à articuler ces questions écologiques avec les questions de justice sociale, de justice fiscale en France. Et là, nous avons évidemment compris que la transition écologique, pour vous, doit être placée au cœur du quotidien des Français. Vous avez récemment publié, je crois en octobre, un livre, Demain, si tout va bien. C'est pas mal d'avoir du côté positif dans les titres en ce moment, dans lequel vous parlez concrètement de votre engagement et vous dites que si le monde plus proche, sans doute, on va dire plus proche du rebond que de la poursuite tranquille, et avec le risque de l'effondrement, nous sommes tous sur la brèche. Je veux vous dire que vous êtes ici chez des partisans de la cause climatique et d'une vision de l'ingénierie, de l'économie qui ne s'oppose pas à l'écologie, d'une vision de l'ingénieur qui doit être un ingénieur de la protection de la planète, protection de la société, et nous nous reconnaissons bien plus dans cette éthique collectivement chez les ingénieurs. Alors bien sûr, on ne dit pas aux ingénieurs quoi penser ici. Hein. Je me serais jamais permis, alors là. Non, mais nous, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, à l'école, on ne se permet pas de dire aux ingénieurs ce qu'il convient, aux élèves ce qu'il convient qu'ils pensent. En revanche, on essaye de les aider à avoir des méthodes pour comment le penser, notamment les aspects quantitatifs. Et on pense aussi qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a bien sûr des connaissances scientifiques, mais qui doit aussi s'appuyer sur un recul critique, une éthique, une esthétique, parfois aussi, parce qu'il y a tout ça dans l'ingénierie. Et donc, il doit avoir un engagement. Nous avons d'ailleurs des étudiants engagés, des enseignants-chercheurs également engagés. Et puis, je terminerai par cela, vous dire aussi que vous êtes dans une école où on travaille au contact des entreprises. Nous avons 520 contrats actifs avec des entreprises. Nous pensons, nous savons que pour emmener l'ensemble des acteurs économiques, sociaux
sur le chemin de la transition climatique, il faut travailler avec eux. Alors, comme disait Peggy, ça conduit parfois à devoir se salir les mains, à pas être sûr d'être toujours complètement raccord avec l'ensemble de ses convictions, de devoir se batailler pour avec. C'est quelque chose qui traverse tous les ingénieurs individuellement, collectivement, avec des collectifs d'ingénierie engagés, qui sont des dispositifs qu'on étudie d'ailleurs à l'école des mines, parce que nous avons des centres de sciences sociales sur ces sujets, ou des mouvements étudiants, parce que Cécile a étudié nos cohortes d'ingénieurs et leur transition personnelle puis collective sur ces sujets. Elle a tiré un livre publié aux presses de l'école des mines. Et donc, je crois que c'est ça, c'est quelque chose de vivant, qui nous travaille, et donc on est très intéressés à vous entendre sur ce sujet, et plus généralement sur tous ceux de l'école. Voilà, je laisse la parole maintenant à nos intervieweurs. Merci. Merci beaucoup. Merci Godefroy. Bonsoir Marine Tondelier, on est ravis avec Cécile. Merci pour la cravate verte, qui est vraiment verte. Bienvenue à l'école des mines. Donc, comme je disais, on est ravis avec Cécile de vous accueillir dans cette partie rénovée récemment de l'école. Pour un temps un peu entre parenthèses, on sait que vous sortez de l'Assemblée nationale dans une actualité un peu chargée. Et on vous posera sans doute des questions sur l'énergie, le rôle des ingénieurs, leur formation, mais aussi sur des questions plus d'actualité internationale, sur la société. Avant cela, on va rapidement se présenter. Donc, je vous présente Bastien. Bastien, il est ingénieur diplômé de l'école des mines depuis 2021. Et aujourd'hui, il travaille au ministère de l'économie et des finances, donc à Bercy. Et à moi de présenter Cécile. Cécile est également ingénieure diplômée de l'école. Après 20 ans au sein des grands groupes français de l'énergie, elle a choisi de rejoindre le monde académique. Et elle est aujourd'hui responsable d'un master spécialisé dédié à la transition écologique au sein de l'école. Et ses travaux de recherche, Godefroy l'évoquait. Il y a le livre là. Godefroy l'évoquait, porte sur les émotions et la mobilisation des jeunes ingénieurs face aux défis environnementaux. Sujet sur lequel, donc, effectivement, elle a eu l'occasion de publier un livre que vous avez devant vous. Alors, notre toute première question, Marine Tondelier, sera la suivante. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous adresser à un public d'ingénieurs ou de scientifiques ? D'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation. Sincèrement, désolée parce que ça ne m'arrive jamais d'annuler et j'ai dû annuler au début de l'année. Je ne sais plus si c'était le Cornu 1, le Cornu 2, enfin je ne sais plus ce qui se passait. Mais moi je suis pas parlementaire en plus, donc je suis plutôt à l'abri des soubresauts, mais quand ça concerne des changements de gouvernement, on est convoqué. Et je me rappelle être arrivée à Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye, à Sciences Po Saint-Germain, ils m'ont dit on pensait jamais que vous alliez venir. Je dis vous c'est tombé, je pouvais. Et quand je peux ne pas annuler, j'annule pas, mais vous c'était tombé. Vraiment, un jour, je sais plus ce qui se passait, mais c'était l'apocalypse. Et là, je suis en retard parce que j'étais convoquée par la commission d'enquête sur l'entrisme l'entrisme islamiste dans les mouvements politiques. Et donc, c'était une joie de répondre 1h30 aux questions. J'étais très solide sur mes appuis, très à l'aise. J'ai rien à cacher. Mais du coup, ça a duré un peu plus longtemps que prévu et j'étais en retard. Et je déteste ça, donc toutes mes excuses. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, oui, j'ai même travaillé avec des ingénieurs puisque vous avez cité mon parcours de collaboratrice parlementaire avec Cécile Duflot, mais pas que. Moi, je travaillais sur les questions santé sociale et comment je suis devenue écolo et par quel sujet, c'est pas la santé environnementale. Donc je ne suis pas scientifique, mais je suis arrivée par les sujets de santé environnementale sur lesquels on est pour le coup amené à bosser avec et des soignants et des scientifiques. Et de fil en aiguille, quand de toute façon en 2017 il y a plus de députés écolos, donc j'étais licenciée comme tous les collaborateurs écolos et j'ai travaillé pendant 5 ans chez Atmo France. Donc ici vous connaissez peut-être Air Parif. Donc les associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc il y a 600 salariés partout en France qui pour la plupart sont des ingénieurs en réalité. Donc il y a de la métrologie, il y a des modélistes, des prévisionnistes. C'était beaucoup de corps de métiers différents. Et alors moi j'étais déléguée générale de toutes ces assos régionales. Et donc chacun était dans son rôle. C'est-à-dire que moi je leur disais c'est vous qui savez, expliquez-moi. Et moi comme mon travail c'est de transcrire au grand public. C'est-à-dire soit à des décideurs qui sont du grand public, soit à du grand public vraiment. Quand je vous dis que c'est mon but, c'est que ce soit compréhensible à la fin. Et ce qui est intéressant à Atmo, c'est qu'il y avait la sensibilisation grand public dans leur statut, dans leur mission. Et donc, c'est des ingénieurs qui étaient habitués à la fois à être très, très techniques, qui ont participé à des colloques internationaux de haut niveau, mais à être aussi devant des classes de CM2, à expliquer leur métier. Et donc, j'ai trouvé ça hyper précieux.
de se dire que, comme on doit tous le faire, on doit être capable d'être dans des discussions de très haut niveau, mais aussi d'être compris et entendu toute la population. Donc, je trouvais ça super. Et je dois vous dire, je parle pas là de Cécile Duflot ou de mes autres employeurs, mais que ça m'a fait énormément de bien de travailler avec des ingénieurs par rapport aux politiques, où, en fait, quand vous êtes en politique, vous voyez beaucoup de gens affirmer, ils en savent rien du tout, hein. En fait, à Sciences Po, on vous apprend quand même parfois à avoir l'air très inspirant en disant un truc, vous êtes là funambule, mais vous tracez tout droit en faisant semblant que vous êtes très sûr de vous. Et moi, je le vois tellement partout autour de moi tout le temps que ça m'effraie sur des sujets très graves et très sérieux, hein. On va parler des sujets d'énergie, etc. J'entends des gens affirmer des choses avec une force. Ok, bah, t'as l'air spécialiste, tant mieux pour toi, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, de travailler avec des ingénieurs où c'était vraiment de la précision tout le temps, de beaucoup de rigueur et d'exigence, ça m'a fait du bien. Voilà, donc je vous le dis. Et à contrario, ce que j'ai essayé d'apprendre aussi aux ingénieurs, c'est par exemple, on avait fait des enquêtes sur les études de pesticides dans l'air, puisque nous, notre métier, c'était l'air. Et donc, on a fait les premières études. Alors, l'État disait non, faut pas chercher, il n'y a rien à trouver, tout ça. Et donc, de manière un peu subversive, comme on était financé par l'État, mais aussi par des collectivités ou par des assos, on disait aux collectivités, tiens, vous avez X malades, vous avez des assos, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une étude pilote pour le niveau national sur votre territoire? Et donc, pendant 15 ans, on l'a fait de manière complètement volontariste, etc. Et donc, quand tout d'un coup, l'État a été acculé au point de devoir créer un vrai dispositif national, l'enquête Pestirib, etc., avec l'ANSES et avec l'INERIS, et ben, ils se sont basés sur nos 15 ans de tentatives. On avait 15 ans d'historique de données qu'on pouvait aller chercher pour comparer sur des molécules. Et voilà. Et donc, moi, je leur disais, il faut sortir dans la presse que vous faites. Ils disaient, non, on n'a pas assez de recul. Je dis, vous avez 15 ans de recul quand même. Ah oui, mais nous, on veut être vraiment sûr. Vous voyez, c'était tellement une science de la précision que... Et je dis, oui, mais en santé environnementale, les amis, je vous dis pas, il faut dire des choses qu'on sait que c'est pas vrai ou dont on n'est pas sûr, mais on peut mettre des nuances dans ce qu'on dit. On peut dire, on a de fortes raisons de penser que. On peut dire, on a besoin de moyens pour investiguer plus. Mais vous voyez, ils étaient là, non, mais ça, c'est le politique, nous, on n'est pas le politique. Je dis, moi, dans mon travail, je n'étais pas du tout. J'ai vraiment énormément séparé mes deux casquettes, hein. J'étais embauchée malgré le fait que j'étais chez les écolos par un président Les Républicains qui me disait, oh là là, je vous ai embauché, vous étiez la meilleure, je vous prends, mais j'espère que ça va aller. J'ai dit, oui, c'est grave, vous verrez, on a bossé 5 ans ensemble, c'était super. Mais je disais, moi, je peux quand même vous apporter ça. C'est-à-dire que vous avez une expertise remarquable, vous faites des choses belles, vous êtes innovant. Là, aujourd'hui, c'est sur les microplastiques, dans l'air, etc. Dites-le, faites-le savoir. Et c'est aussi une manière de défendre ses budgets derrière pour ce qu'on a à faire. Donc voilà un peu j'avais trouvé très intéressant de travailler au contact des ingénieurs et je pense qu'on a appris les uns et les autres des choses les uns des autres. Et là où je suis contente, j'ai toujours essayé de rester en bon terme. C'est difficile quand vous partez faire autre chose. Les gens peuvent dire, elle nous abandonne. J'en sais rien. J'ai toujours eu cette crainte qu'il y ait une forme de séparation. Et je suis allée au Salon des maires, je suis tombée sur leur stand et c'était très sympa de se retrouver, de donner des nouvelles. Donc ça, c'est très important pour moi. Et je le dis, il y a peut-être des ingénieurs dans cette salle qui disent, tiens, moi j'aimerais bien travailler avec Marine Tonu là-dessus ou savoir ce qu'elle pense là-dessus, ou je sais pas, qu'on puisse discuter d'un sujet, n'hésitez pas à le faire. Moi, encore une fois, je suis pas parlementaire, donc j'ai pas un temps illimité, mais j'ai plus de temps que celles et ceux qui sont enfermés en hémicycle là, du matin au soir pendant des semaines avec le budget. Donc voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Et tout ce qui participe à ma formation, à ma réflexion, à améliorer mon analyse et à être pas dans une écologie du jugement, mais dans une écologie qui part des parcours réels des gens, c'est précieux pour moi. Voilà. Go! Paf! Question Jean Covici. Paf! Non, mais effectivement, je pense qu'un des sujets qui intéresse beaucoup les ingénieurs que nous sommes, puis ça fait partie du cœur de la formation à l'école, c'est l'énergie, donc on va commencer par ce thème. Et effectivement, la première question, on va le faire sur Jean-Marc Jancovici, et pas exactement sur Jean-Marc Jancovici, mais plutôt sur le nucleaire. Ah, vous avez dit son nom là, je vous ai entendu. Voilà. On sait que le nucléaire, récemment en France, a retrouvé une forme de cote par rapport à l'éolien, au solaire, en tout cas aux énergies renouvelables. On sait que la consommation d'électricité, elle décroît, mais pas tant que ça. En tout cas, elle est plutôt en France à un niveau stable. Et donc, on a une question assez simple, mais très directe. Est-ce qu'on peut se passer à la fois du nucléaire et des énergies fossiles? Et est-ce qu'aussi programmer, ça marche? Alors, pour commencer, je plaisantais sur Jean-Marc Jancovici, avec qui nous avons pu avoir quelques mots parfois. Et à qui j'ai fini par... un jour, je l'ai invité à déjeuner. Alors, je dis invité, je ne sais plus qui a payé quoi. Sûrement que chacun a payé sa part, comme on fait souvent. Mais j'ai fini par l'inviter à déjeuner avec Cédric Villani, d'ailleurs, avec qui je travaille beaucoup, que j'ai fait nommer président de la Fondation de l'écologie politique. Je trouve ça très intéressant et important d'avoir des scientifiques aussi dans ce genre de lieu. Donc, c'est lui qui dirige, qui préside toute la Fondation de l'écologie politique. Et donc, il m'avait organisé cette forme de médiation. J'ai dit, moi, j'ai des trucs à lui dire, mais je crois qu'il m'en veut et donc on n'arrive pas à se voir. Et je lui avais dit à Jean-Marc, en fait, on n'est pas d'accord sur des trucs. Et c'est la vie.
En fait, il y a des débats, y compris entre scientifiques parfois. Et je lui avais dit, mais par contre, on est tous les deux écologistes. Tu dis que tu es écologiste, moi je suis sûre que je le suis. Et en fait, j'ai une règle dans la vie, c'est qu'on a suffisamment d'ennemis tous pour se foutre sur la gueule, je le dis un peu vulgairement, entre nous. C'est-à-dire que moi, j'ai trop d'adversaires pour me dire qu'en plus, au sein même de l'écologie, je dois en combattre la moitié. Je n'ai pas le temps. Donc on n'est pas d'accord, confrontons nos points de vue de manière saine, sans s'invectiver. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. Et je me rappelle avoir posé la question en disant, mais toi qui es un peu dans la prospective, j'avais lu sa BD, etc. J'avais dit, mais dis-moi, toi tu penses vraiment qu'il y a un avenir pour l'humanité ou que c'est foutu? Parce que c'est vrai que quand on est vraiment écolo, quand on se confronte au réel, c'est quand même dur au quotidien. Donc j'avais posé des questions de ce type, j'ai dit, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, sur l'énergie, premièrement, tu as raison, la consommation d'énergie, le besoin d'énergie, il va pas décroître. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les politiques de sobriété, personne voulait en entendre parler, que c'était, je sais pas quoi, des croissants amish qui veulent s'éclairer à la bougie. Pas du tout une question de limite planétaire, c'est qu'on serait des rabat-joie, quoi. Bon, ok. Donc on peut continuer les Black Friday, mettre des panneaux lumineux partout pour donner envie à des gens de consommer des choses qui savaient, s'ils n'avaient pas vu la pub, ils en auraient pas eu envie, ils auraient même pas su qu'ils en avaient besoin. Donc tout ça est... Enfin, quand on prend un peu du recul sur cette société, c'est quand même un peu lunaire. Mais bon, c'est la vie que nous avons collectivement choisie. C'est comme ça que c'est... Même si je veux que ça change, c'est les faits. Et donc non, on ne peut pas, du jour au lendemain, se passer et des fossiles et du nucléaire en même temps. Ça ne marche pas. Et ça n'a jamais été le problème des écologistes. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons augmenter, déployer davantage les renouvelables, fortement, et qu'à chaque fois qu'on atteint un moment où on peut se passer d'une tranche nucléaire, on ferme une centrale parce qu'on a déployé assez d'énergie renouvelable et que ces centrales, on les ferme en partant par les plus vieilles et les plus dangereuses. C'est pour ça qu'on a commencé par Fessenheim, ce qui était quand même une bonne décision pour une centrale qui était construite sur une faille sismique. Bon, et qui n'était pas en très bon état, qui était devenue une énergie intermittente parce que quand on compte le nombre de jours où tous les réacteurs de Fessenheim marchaient, c'était quand même pas beaucoup de jours dans l'année. Donc ça, c'est notre proposition historique. Et moi, je suis anti-nucléaire, vous le savez, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais si je devenais président de la République, c'est pas moi qui décide toute seule. C'est-à-dire que j'ai mon avis, vous avez compris qu'on allait faire une primaire de la gauche et des écologistes, donc on aura un programme commun, et vous imaginez, quand je discute avec Fabien Roussel, on pense pas exactement la même chose, pas que sur ce sujet-là, il y a la chasse aussi, mais, et les questions internationales. Mais voilà, et donc voilà, on va devoir trouver un compromis. Moi, ce sur quoi je ne lâcherai pas en tout cas, c'est le fait de pouvoir avoir une convention citoyenne sur le nucléaire ou plus largement sur les questions énergétiques, parce que je trouve que ce débat, il se passe pas de manière saine ou neutre comme on peut avoir là le débat entre nous ce soir. En fait, c'est un débat qui se passe quand même à coups de pognon sur la table, à coups de rachat, quand vous regardez qui se cache derrière tels interlocuteurs, qui paye qui, c'est pas un débat très rationnel. Et là, on l'a vu encore il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette fusion entre l'IRSN et l'ASN. C'est un scandale. Et moi, je me suis réjouie, et c'est la preuve qu'on n'est pas des dogmatiques ou des gens qui balancent n'importe quoi en l'air en regardant comment ça atterrit. Les premiers que sont venus chercher ASN, IRSN au moment de la fusion pour les défendre, c'était les écologistes. Et ils sont venus nous voir en me disant, vous êtes anti-nucléaire, nous, on est plutôt, en tout cas, on travaille dans ce domaine-là, mais on sait que vous allez comprendre ce qu'on dit sur la sûreté nucléaire parce que vous êtes anti-nucléaire pas par principe, mais parce que vous êtes sincèrement inquiet de ce que ça peut donner. Nous aussi, dans les rapports qu'on fait, on a remarqué qu'on avait peut-être fait un peu trop de rapports pour dire qu'on était inquiet du changement climatique, du baisse de la baisse de la qualité des centrales, des errements de Flamanville. Il y a même la Cour des comptes, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui fait un rapport pour dire nous déconseillons ce choix. Et là, c'est d'un point de vue financier, mais aussi en s'appuyant sur le fiasco industriel. Voilà, donc ils disent, nous, on fait des rapports pour dire ça. Résultat, ils nous fusionnent. Et en fait, le fait d'avoir un organisme bicéphale qui surveille la sûreté nucléaire en France, c'était quand même hyper précieux, quoi. Et là, voilà, c'est plus le cas, et ça c'est pas, je trouve pas que c'était une bonne décision en tout cas. Pour ce qui est des nouveaux EPR à déployer, donc déjà, moi j'entends, on peut parler de crise énergétique, on a été en plein dedans là avec la guerre en Ukraine et ça a été très très intense. Donc oui, il y avait une crise urgente énergétique. Ensuite, on peut parler de crise climatique, évidemment, j'espère bien qu'on en parle, mais on parle d'urgence. C'est-à-dire que le problème, il est maintenant, il n'est pas dans 40 ans. Et ce qu'on voit, c'est que si on se base sur Flamanville, qui a mis 17 ans à être construit en plus au lieu de 5 et qui a coûté 10 fois plus cher que prévu, on voit bien qu'en déployer 6, ce que dit le rapport des Cours des comptes, ça va pas être tout de suite. Et donc, le gouvernement nous dit au début, ça sera pour 2035.
on apprend, il y a un rapport qui fuite par contexte qui dit en fait sur le rapport qui est sur le bureau c'était écrit 2040, donc déjà tu vois qu'il y a selon la CGT, selon la police, mais version débat nucléaire, bon ok, tout ça a été très transparent, et puis là aujourd'hui on nous dit ça peut être 2040, 2045, on sait pas trop. Bon, moi en 2045, déjà je sais pas où est le débit du Rhône. Moi on me dit qu'il sera à moins 40% du débit du Rhône d'ici 2050. Donc vous voyez, il y a plein de cours d'eau, on sait pas ce qu'ils vont devenir. Alors, on dit mais on peut les mettre au bord de la mer. Mais au bord de la mer, les scientifiques ont des idées sur le retrait du trait de côte, mais vous le savez, c'est quand même pas une science exacte non plus. Il y a des effets d'emballement, ça peut s'accélérer. Donc je trouve, quand j'entends Emmanuel Macron, qui certes n'est pas ingénieur, mais qui nous dit, qui aurait pu prédire, en parlant de la crise climatique dans ses vœux, de cette année, je ne sais pas comment il fait pour prédire 2100, 2110, 2120, un moment où les réacteurs qu'on veut construire là seront encore en fonctionnement. Moi, j'habite à côté de Gravelines. Le truc, y compris, va finir sur pilotis. Et c'est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, ce qui inquiète pas juste les Français, mais aussi les Belges, le Luxembourg, parce que c'est un rayon de 250 km en cas de problème. Donc, je suis très inquiète, et aussi parce que je pense qu'on aurait pu être les champions dans le démantèlement, créer des vraies filières, et que même quand on devra le faire, parce que les centrales, on peut les rallonger, il y en a bien qui vont devoir fermer à un moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en construit d'autres. On n'aura même pas le savoir-faire pour le faire, nous, en France. Et ça, ça me désespère. Et le coût financier de toutes ces EPR, c'est en tout 80 milliards d'euros pour le construire, et sans prendre en compte l'inflation, les problèmes techniques, etc. Donc c'est quand même une dépense énorme à un moment où l'argent se fait rare. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est très long, et donc si c'est urgent, ces EPR, ils vont pas résoudre nos problèmes ni de crise climatique, ni de crise énergétique, ils vont ouvrir en 2050. Par contre, ce qu'on sait déployer vite, c'est du renouvelable. Et je regrette, alors bien sûr, je vais sortir du fossile, ça on est tous d'accord là-dessus, mais du coup, sur le renouvelable, je regrette qu'en France, on soit les bonnets d'âne en Europe. Chaque pays européen a dû se fixer un objectif d'énergie renouvelable. La France est l'un des pays d'Europe qui s'est fixé l'objectif le plus faible. Et quand on a fait les comptes en 2022, eh bien, nous étions les bonnets d'âne, c'est-à-dire que nous étions le seul des pays européens à n'avoir même pas respecté l'objectif que nous nous étions nous-mêmes fixés. Et donc, je ne comprends pas, mais en fait, je comprends que trop bien, on le voit en Normandie. En fait, quand on parle de mix énergétique, le nucléaire coûte tellement cher dans ce mix énergétique qu'en fait, c'est un mix nucléaire-nucléaire, puisqu'on a, une fois, le nucléaire pompe tellement d'argent qu'on n'a plus d'argent après. Là, je voyais dans la région Normandie, tous les financements autour de Pinly 2 fait qu'il n'y a plus d'investissement dans l'éolien. Et donc voilà, j'étais à Fécamp ce week-end, c'était la tête de liste au municipal, j'ai eu un débat, il y a forcément quelqu'un qui est venu me poser la question sur le parc éolien de Fécamp, qui est vraiment horrible. Il m'a dit, c'est comme si on vous mettait une tour Eiffel en face de chez vous. J'ai dit, ma maison a un Beaumont, si on mettait une tour Eiffel en face de chez moi, elle prendrait de la valeur. Mais donc voilà, il disait, ouais, ça me gâche la vue sur la mer, c'est horrible. Bon, voilà, à un moment, il faut qu'on fasse des choix, soit on veut pas de sobriété, en fait, on devrait faire les deux normalement, énergie renouvelable et sobriété. Là, on est parti pour faire ni l'un ni l'autre et ça m'inquiète. Et donc, je ne suis pas la candidate du blackout. Par contre, ceux qui disent faut arrêter les renouvelables, comme l'a dit Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Déjà, je n'ai pas compris que c'était un spécialiste d'énergie, mais je suis arrivée un jour je finis sur cette anecdote, parce que dans la vie, il y a des gens qui ont une présomption de crédibilité, par principe. Sûrement vous avez fait la bonne école, c'est valeureux. En politique, il y a des gens qui ont le bon parti, le bon costume, les bons réseaux. Et donc, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ça a l'air sérieux par principe. Et moi, étant une jeune femme écologiste du Pas-de-Calais, je suis plutôt dans la présomption de non-crédibilité, avant que j'ai rien dit. Et donc, ce cercle de la raison, j'arrive à Aix-en-Provence, donc cercle des économistes, c'est l'un des plus gros rassemblements de chefs d'entreprise d'Europe. Et donc, moi, j'y arrivais, je me disais, je vais être tolérée, il faut que tu te fasses bien intégrer, sois gentil, tout ça, fais ton plus beau sourire, ne te laisse pas décontenancer. Et en fait, les chefs d'entreprise venaient me voir halluciner en me disant... vous avez vu la tribune de Bruno Retailleau? Je disais, oui, mais je sais pas, c'était pas votre copain. Oui, mais vous savez pourquoi il fait ça? Vous avez compris ce qu'il essaye de faire? Il y avait notamment un monsieur qui fait la boîte Carbone, vous savez, qui investit à Fos-sur-Mer pour faire la première giga-usine de panneaux photovoltaïques en France. Il dit, mais moi, ce projet, il est là, il pose la première pierre fin 2025. Et il dit, en fait, j'ai plus de prévisibilité, je ne comprends plus rien à la politique énergétique de ce pays. Et là, dans la programmation pluriannuelle qui se prépare, on a eu, les députés écolos ont une réunion de préparation là-dessus. C'est plutôt pas des bonnes nouvelles qui arrivent pour le renouvelable. Ce qui est en dépit de la science et du bon sens. Donc ça pose un vrai problème et il faut qu'on puisse l'adresser ensemble. Voilà. Donc pas de moratoire sur l'énergie renouvelable, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette réponse riche. On va continuer sur l'énergie en se projetant dans les prochaines années, décennies, notamment sur le secteur du numérique, en pleine expansion, en pleine croissance. Exactement. Donc c'est la question. Donc la consommation totale des data centers pourrait bientôt rivaliser avec celle d'un pays comme le Japon à l'échelle mondiale. C'est vraiment un gros défi énergétique. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de sobriété énergétique? Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évincé. Est-ce qu'on peut concilier cette sobriété énergétique
avec la compétitivité, mais aussi une souveraineté dans le secteur numérique. Comment on fait pour concilier tout ça? Et autre question complémentaire, est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut se mettre au service des enjeux environnementaux? Alors, sur la sobriété, je précise quand même, j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Vous savez quel est mon avis. Je constate juste que je me sens seule sur ce sujet et que la société n'est pas partie dans cette direction. Donc, on va continuer à militer pour que ce soit le cas. Là, j'ai eu un débat assez dingue avec le président directeur du BHV sur Chine. C'était n'importe quoi. Le truc, je lui disais, mais vous savez quand même qu'il y a 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est les vêtements. Il disait, oui, mais c'est bon, les gens en veulent. Je dis, oui, mais vous savez que 70% des vêtements dorment dans les armoires. Oui, mais les gens demandent l'ultra fast fashion. Oui, mais vous savez que 45% des gens qui achètent de l'ultra fast fashion regrettent leur achat et finissent par me dire, vous aurez du mal à faire dire à un commerçant qu'il faut décroître. C'était sur C'est à vous. Je présentais mon livre, c'était le jour de la sortie de mon livre, on me dit, il y a un mec du BHV qui vient, j'avais rien compris pourquoi. Et je comprends pour l'émission qu'en fait, c'est l'ouverture de Chine, enfin, c'était le jour où la polémique éclatait début octobre. Et je finis par lui dire, mais monsieur, d'accord, mais vous aurez du mal à me faire dire que sur une planète inhabitable, vous ferez beaucoup de commerce. Il a fini par dire, ça, vous avez raison. Bah, merci. Au bout de la... donc voilà, il y a quand même un truc de déni. Ça s'appelle le syndrome de l'autruche. Les neurosciences documentent ce fait que le cerveau, comme quand vous passez un examen médical qui vous angoisse, vous n'allez pas chercher le résultat, ou quand vous êtes très très à découvert, vous consultez plus vos comptes en banque, vous n'ouvrez plus les factures. Et ben sur le climat, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de verrouillage, de protection mentale de votre cerveau qui vous protège de nouvelles qui sont trop dures à encaisser. Résultat, hop. On fait tous le Black Friday. Donc, sobriété, j'ai pas lâché l'affaire, mais je comprends que du fait du syndrome de l'autruche, faut pas mettre les gens en PLS. Donc, on essaie de trouver des mots qui représentent plus, un côté aussi joyeux. Et donc, moi, la notion que j'aime bien, c'est prospérité écologique. Je trouve que parler de prospérité écologique, ça montre qu'en fait, on doit apprendre à faire mieux avec moins, qu'on doit mieux raisonner nos usages. Et c'est vrai que croître ou décroître, par ailleurs, ça dépend de quoi. Enfin, je vais pas faire tout le débat sur la décroissance, mais voilà. Sur la question de l'intelligence artificielle, c'est sûr que les data centers, c'est un problème. C'est aujourd'hui 1% de la demande électrique mondiale. C'est 10% dans certains États américains. Donc, c'est un peu ce qui nous attend, puisque c'est par là qu'on part. C'est 20% en Irlande. Et alors, data center, c'est pas juste l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans ces data centers. Ensuite, dire quand même qu'en 2025, en février 2025, Emmanuel Macron, il a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement en France, principalement privés, donc notamment des Émiratis et des Canadiens, ce qui pose aussi un problème de souveraineté, à mon sens, et que le gouvernement donc dit qu'il va falloir modifier la loi pour intégrer des grands projets de data center comme dérogation au zéro artificialisation nette. Donc on voit là directement un conflit d'usage. Systématiquement, dans les interviews, l'idée est mise en avant d'une énergie décarbonée en France, nucléaire, donc c'est OK, on peut faire des data centers. Bon. Je rappelle quand même qu'une requête sur ChatGPT, je suis sûre qu'il y en a ici qui l'utilisent, c'est votre droit, c'est votre choix, mais à chaque requête ChatGPT, vous penserez à moi, vous émettez 2,9 Wh d'électricité, soit 10 fois plus qu'une recherche sur Google, et 10 centilitres d'eau. Il y a énergie et eau. Sur les progrès technologiques, dire quand même qu'une puce moderne utiliserait 99% de moins d'énergie qu'une puce de 2008. Donc il y a aussi des choses qui permettent de gagner de l'énergie, mais globalement, on voit que notre consommation énergétique, ça a été dit en intro, ne baisse pas. Dire aussi que 15% des centres de données sont situés en Europe, et donc il y a vraiment un risque pour les autres, et peut-être qu'il y aura des risques en Europe aussi bientôt, sur nos données personnelles et sur le respect aussi des droits d'auteur. Je sais que les Verts au niveau européen bossent beaucoup là-dessus, mais j'ai rencontré plusieurs fois la SACEM. Vous savez que c'était un des groupes les plus écoutés de l'été sur Spotify, était en fait un morceau d'intelligence artificielle. Bon, c'est un fait politique, c'est comme ça. On en prend acte. Sauf qu'en fait, ce morceau, pour être créé, l'intelligence artificielle, elle s'est nourrie de tout ce qui existe. De tout le répertoire SACEM, entre autres. Mais SACEM n'est pas rémunéré. En fait, quand ce morceau marche, il génère des droits d'auteur, mais des droits d'auteur pour qui? Et donc, il y a une bataille homérique au niveau du Parlement européen pour pouvoir faire reconnaître une présomption de droits d'auteur de tout le répertoire SACEM. Ça pourrait être une taxe. On a bien trouvé les solutions pour les Deezer, les Spotify et compagnie. Il n'y a pas de raison qu'on ne le trouve pas pour l'intelligence artificielle, mais on voit que c'est des gros débats de lobby, des gros intérêts qui sont en jeu et qu'il faut faire valoir. En tout cas, moi, je pense qu'on pourrait, plutôt que laisser le truc s'étendre comme ça à l'infini, on pourrait raisonner dans l'autre sens et se dire combien on peut construire de data centers en respectant les accords de Paris. Et quelle est la réponse? Et ensuite, ça c'est vous qui allez me faire le calcul. Je suis venue recruter une équipe, vous avez compris. Et donc ensuite,
on définit le meilleur usage possible dans le nombre de data centers disponibles de ce qu'on décide d'en faire. Je pense qu'il faut aussi interdire l'obsolescence logicielle programmée, parce que ça existe aussi, et garantir la compatibilité des appareils pendant au moins 10 ans. Il y a des appareils, des ordinateurs qui partent au rebut juste parce que on peut plus faire la mise à jour, c'est inadmissible, c'est le cas pour iPhone, pour Microsoft, etc. et d'autres. Faut appliquer strictement le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire maintenir la régulation des systèmes à haut risque et des modèles de grande taille, interdire la reconnaissance faciale en temps réel, l'interprétation des émotions, la catégorie des pensées politiques religieuses, enfin la catégorisation des pensées politiques religieuses, sexuelles, syndicales, donc ça c'est une question de liberté individuelle, et développer un réseau d'infrastructures publiques qui soit décentralisé pour héberger des données sensibles. Ça je pense que c'est aussi un vrai sujet pour l'État. Et finalement, contraindre les concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle à adopter une proportionnalité entre la complexité des requêtes et la taille des modèles utilisés pour limiter la consommation énergétique nécessaire. Ça, je pense que c'est une manière d'au moins limiter les dégâts, de pas sortir tout l'arsenal derrière en termes d'impact énergétique pour des requêtes très, très simples. Et peut-être sur ce sujet. En fait, on ne devrait pas pouvoir chercher les recettes de cuisine avec ChatGPT, par exemple. Je l'ai déjà fait. Je me confie, ça a marché, mais il faut pas le faire. Donc voilà. Et sur l'application à l'environnement, alors moi c'est pas ma spécialité, mais sachez que on a lancé un gros travail doctrinal sur le sujet chez les écolos. Alors vous allez me dire que je parle de lui dans chaque réponse, c'est pas de ma faute, il travaille beaucoup. Donc c'est Cédric Villani qui bosse là-dessus chez nous, avec David Cormand, donc qui est notre député européen spécialiste du sujet, qui bosse sur les droits d'auteur là en ce moment. Et donc tous les deux, ils sont en charge de rédiger un carnet de doctrine sur le sujet. S'il y a des personnes dans la salle qui bossent là-dessus, qui ont l'expertise à faire valoir, n'hésitez pas. On fait des auditions en ce moment pour pouvoir proposer vraiment une doctrine complète, intelligence artificielle, écologie. Voilà. Excellent. Et peut-être donc pour bâtir sur la question de Cécile, là on a parlé des usages de l'IA, un petit peu du numérique. On a aussi une question sur la manière dont on peut, parce que c'est votre objectif d'aller vers de la sobriété, dans la manière dont l'industrie pourrait être un petit peu pilotée pour aller vers la sobriété. Ouais. Est-ce que vous avez quelques idées à nous partager sur ce sujet ? Déjà, planification. On n'a pas le choix. Et donc, vous avez remarqué que tout ça est parti d'une fâcheuse soirée où, vous savez, c'était les journées comment ils avaient appelé ça, les rencontres de Saint-Denis. Emmanuel Macron avait dit, je prends tous les chefs de parti, je les enferme dans une pièce. Ça a duré 13 heures quand même, cette plaisanterie. Donc, de 15h à 3h du matin. Et donc, c'était pour parler des grands sujets de notre temps. Donc, on commence à parler international. On parle ensuite démocratie, c'était une AG de copropriétaires. On n'a pas assez de collaborateurs, on n'a pas assez d'argent, on peut plus cumuler des mandats, du coup tout le monde est nul, alors que quand on cumulait, on était vraiment très très fort. Enfin, franchement, je me disais heureusement que les Français assistent pas à cette discussion, parce qu'à mon avis, ils vont s'abstenir encore plus. Et on passe à la troisième partie, un peu pouvoir d'achat, économie, etc. Et à un moment, je leur dis, écoutez, il est 3h du matin, on est là depuis 15 heures, on n'a pas parlé d'environnement encore. Et j'avais écrit un courrier en disant « J'accepte de venir, mais je crois que vous avez oublié un petit sujet ». On m'avait dit « Oui, mais Monsieur Macron m'avait répondu, mais c'est la réponse de tous ceux qui se prétendent écologistes et qui ne le sont pas, c'est « Mais madame, l'écologie, c'est partout. Donc on va en parler tout le temps. » Ouais, résultat, au bout de 13 heures, tu n'en as pas parlé. Et donc, je pète un câble. C'est-à-dire que je fais une interv de 20 minutes en mettant à tout le monde, en disant « Écoutez, je suis désolée, je ne supporte plus ces réunions. Je crois que vous ne voyez pas bien le mur qui arrive. » On sera en train de vous disputer pour savoir qui tiendra le gouvernail alors qu'on a l'iceberg devant. Et en fait, l'éco-anxiété, moi, elle vient de vous, mon éco-anxiété, parce que les problèmes, on les a, on les connaît. Enfin, on est en 2025, tout le monde sait. Pas juste vous, enfin, même Donald Trump, au fond de lui, il sait. On est en 2025. Donc, son cerveau fait un syndrome de l'autruche gigantesque qui se traduit par beaucoup de colère au pauvre petit Donald Trump, mais tout le monde sait. Et vous, en fait, vous savez, vous n'agissez pas, et donc c'est vous qui nous mettez en danger, et là, j'en peux plus. Donc et en sortant, Elisabeth Borne vient voir en me disant « Mais Mme Tondelier, on est tous très, très inquiets pour vous, vous avez l'air de souffrir d'éco-anxiété. » Je dis « Non, mais ça va pas, en plus, je suis fatiguée, laissez-moi rentrer chez moi. » Et elle me dit « Mais là, je crois que c'est parce que vous n'avez pas encore vu le PowerPoint. » Donc je dis quel est ce PowerPoint? Elle me dit parce qu'on fait la planification, vous allez voir, il y a un PowerPoint. Et si je vais demander à Monsieur Payon de vous le présenter, là je pense que ça va résoudre vos insomnies, vos angoisses, vous allez aller beaucoup mieux. Je vois le fameux Antoine Payon qu'on auditionne. Alors je suis tellement d'une naturelle pénible, mais c'est pour la bonne cause, que je dis madame, non seulement je vais voir Monsieur Payon, mais je demande à être reçu avec tous les autres chefs de parti, comme on vient de faire là à Matignon, avec Monsieur Payon, et je veux que tout le monde ait le PowerPoint, et je veux voir leur tête quand ils ont le PowerPoint, et je veux entendre ce qu'ils ont à dire du PowerPoint. Je veux pas que vous fassiez des rendez-vous un par un, je veux comme aujourd'hui. Je veux les avoir, je participais à cette discussion avec eux. Tout ça a lieu. Et donc, c'est vrai qu'à la sortie, je me rappelle, il y a des écolos qui me disaient « Ouais, t'es pas obligé de dire du bien du gouvernement. » Je dis « Attendez,
Ça continue à pas aller, mais au moins ils ont fait cette planification et donc on aura les bons indicateurs. Mais je dis aussi, ça suffit pas d'avoir le PowerPoint, Antoine Peillon qui a l'air fort sympathique, les indicateurs, parce que comme tous les mêmes ministres sont restés au même endroit, tant que Antoine Peillon ou le chef du PowerPoint n'a pas autorité sur le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, etc. Puis il y avait des sujets, par exemple l'aviation, il n'y avait pas, la viande, il n'y avait pas, c'est quand même 20% des gaz à effet de serre, enfin bref. Donc voilà, je voyais les limites, mais au moins ça existait, et je disais, maintenant il faut suivre. Et quand on regarde, le réseau Action Climat a fait une enquête sur les 50 sites industriels les plus polluants de France. En fait, les émissions, elles baissent pas. Par contre, il y a eu beaucoup d'argent mis pour décarboner ces sites. Donc je ne sais pas ce qu'ils en font. Je constate que l'argent public est scruté à l'euro près pour plein de trucs, et c'est OK. Mais je remarque que pour d'autres trucs, on donne, et il n'y a jamais le rapport qui dit ça servit à quoi. Et quand il y en a, on n'est pas déçu, puisque, en fait, sur toutes ces aides qui sont données aux entreprises, de manière globale, 270 milliards par an. Alors, il y a des choses, il y a des exonérations de charges, il y a plein de trucs. Moi, je dis pas qu'il faut couper les aides aux entreprises. Je dis juste que quand Bercy, vous travaillez là-bas, c'est ça? C'est vous qui ne trouvez pas. Donc, quand Bercy, la Cour des comptes et la commission d'enquête Les Républicains au Sénat finit par conclure, on ne sait pas vous dire où ça va, à quoi ça sert, le retour sur investissement, est-ce que c'est utile ou pas, bah, peut-être qu'on a un problème. Et donc, moi, je suis beaucoup le dossier Arcelor, par exemple, parce que je suis conseillère régionale des Hauts-de-France. Enfin voilà, Arcelor, typiquement, je peux vous dire, c'est très émouvant pour une écolo qui a en plus bossé sur la qualité de l'air, de se retrouver sur le char de la CGT, veste verte, camion rouge. C'est très émouvant pour eux aussi de dire c'est l'écologiste qui vient nous défendre, parce qu'en fait, c'est des nouvelles alliances. Moi, j'ai fait un débat avec la CGT Énergie aussi sur l'hydroélectricité, les barrages qu'on voulait garder. Enfin, en fait, il y a plein de nouvelles alliances qui sont en train de se construire parce qu'aujourd'hui, les salariés des écologistes veulent la même chose. Que leur industrie puisse continuer à travailler en France, parce qu'on n'est pas hypocrite. Je suis allée soutenir les pneus Michelin à Cholet. Ils disent une écologiste qui vient soutenir des pneus. Ah bah, je dis bah oui, moi j'ai rénové mon grenier. Bon, ma prime rénove en fer. Je suis arrivée au bout quand même. J'ai fait la rénovation de ma maison. Bon, il y a des artisans qui venaient, les artisans avaient des voitures, les voitures avaient des roues, je préfère que ces roues soient construites en France. L'acier, on en a besoin dans plein de secteurs en France. Je préfère 1000 fois de l'acier fabriqué à Arcelor, Dunkerque ou Fort-sur-Mer qui vient de je sais pas où. Et ce qui est d'ailleurs pas juste un sujet d'aimer le Made in France ou d'être écolo ou de préférer le mieux-disant social et environnemental, mais aussi une question de souveraineté stratégique. Une fois que les derniers hauts fourneaux ont fermé en Europe, on dépendra plus que de la Chine et des États-Unis, et ça, ce sera un vrai problème. Donc tout ça pour dire que oui, je pense qu'on a besoin de planifier, qu'il faut planifier et contrôler parce qu'il y a trop d'argent qui part, on ne sait pas dire si ça a été vraiment utilisé et pour faire les bonnes choses. Et je pense qu'il faut des éco-conditionnalités des aides aujourd'hui. On a un moment, ça devrait être évident. Et qu'il faut des indicateurs clairs. Tu vois, le RAC, il doit faire l'étude eux-mêmes sur les 50 sites là dont je viens de parler, pour en déduire que ils n'ont pas accès à toute l'info. Donc du coup, il faut des outils de pilotage clairs et transparents là-dessus et que tout le monde s'y mette. Donc en gros, il faut un gouvernement écologiste, c'est quand même mieux qu'un gouvernement macroniste, mais ça c'est mon opinion. Donc on vous propose là de rester sur la question des financements et de se recentrer un peu sur l'enseignement supérieur et sur une école comme l'école des mines. L'école des mines, elle a traditionnellement développé une recherche partenariale avec l'industrie pour ses activités de recherche. Et la question se pose, pour faire avancer la science, pour faire avancer les solutions technologiques environnementales, est-ce qu'on peut accepter un financement par des industries du secteur des énergies fossiles, par exemple? C'est le problème, c'est que comme les financements publics se tarissent, tout le monde va chercher des financements privés. Il y a des associations qui sont accusées de ça, il y a des écoles qui sont accusées de ça, et voilà, c'est un sujet. Mais après, on ne va pas reprocher... pour le coup, c'est peut-être une forme de solidarité, de redistribution qu'on auto-organise parce qu'elle ne s'organise pas, mais il faut mettre des garde-fous. Moi, par exemple, dans un autre registre, quand je vois qu'à la COP, Patrick Pouyanné fait partie de la délégation française pour aller négocier les accords climat, quand je vois ce que fait Total en ce moment, j'ai un problème en fait. Et une personne sur 25 à la COP représente en fait le lobby pétrolier, mais ils sont dans les délégations des États. Je pense que c'est un mélange des genres. Et donc quand t'es à la COP, j'y étais pas, j'ai pas pris l'avion, et t'es à la COP, t'as une personne sur 25 que tu croises qui représente déjà le lobby des énergies fossiles et qui est là pour torpiller l'accord. Donc c'est quand même un problème. Donc j'imagine que tous ces sujets-là, je ne connais pas votre gouvernance, mais vous m'expliquerez en sortant, j'imagine que tous ces sujets-là font l'objet de discussions âpres dans votre conseil d'administration, c'est comme ça que ça s'appelle. J'imagine qu'il y a des étudiants dans ce conseil d'administration qui doivent poser des questions très judicieuses sur le sujet, et je les soutiens. Mais je sais aussi que voilà, il y a aussi beaucoup de jeunes ingénieurs des mines qui sont très sensibles aux questions environnementales de plus en plus. Et
aussi parce que vous êtes ingénieur que vous êtes peut-être plus sensibilisé que la moyenne. Donc voilà, grand pouvoir, grande responsabilité. Et j'ai l'habitude de dire qu'on imprête la planète à nos enfants, mais on aura, vous aurez aussi à la transmettre. Voilà pour le coup. Donc j'espère qu'on fera tout ce qu'on peut pour réussir cette tâche. On a besoin d'un maximum de force pour ça. Et donc si vous touchez de l'argent de ces parties, ça n'est pas de ces entreprises, ça n'est pas mon cas, mais faites-en bon usage. Au moins. Ça va me permettre de rebondir sur les jeunes ingénieurs, justement. Bruno Latour a longtemps travaillé à l'école des mines et en 2017, il a écrit un livre qui s'appelle « Où atterrir ?» Et d'où la question, comment les jeunes ingénieurs peuvent contribuer à ce que vous avez appelé dans votre livre la bascule de nos sociétés, par quelles actions, comment ils peuvent préparer cette piste d'atterrissage pour qu'on puisse atterrir dans un monde en respectant les limites planétaires. Bruno Latour qui nous manque beaucoup d'ailleurs et tous ses livres sont impeccables, sont remarquables et ce qui était très fort avec lui, c'est pas le cas de tous les grands penseurs qui se savent. En fait, je trouve que c'était quelqu'un qui était très très humble. Et en fait, quand tu es très très fort, des fois tu prends le melon, tout le monde te dit tellement que tu es génial toute la journée que tu deviens quelqu'un d'autre. Et lui, il était d'une humilité remarquable qui, je pense, est très en adéquation avec ce qu'il raconte et avec sa pensée. Donc oui, il a raison. Vous avez un rôle. On a besoin de vous. Et les écologistes ont peut-être été précurseurs pour alerter, mais on va avoir besoin des ingénieurs pour résoudre concrètement des problèmes complexes, des problèmes peut-être aujourd'hui qu'on n'arrive pas encore à imaginer parce que tout va s'emballer. On va être amené à répondre à des questions que peut-être on se pose pas encore aujourd'hui. Voilà, on a besoin d'ingénieurs pour résoudre des problèmes comme rendre désirable la low-tech, on en a parlé un peu tout à l'heure, consommer moins d'énergie, moins de terre, donner plus de place au travail humain épanouissant. Et vous avez une responsabilité particulière pour défendre les sciences. Vous savez à quel point elles sont attaquées aujourd'hui par Donald Trump. Donc on voit qu'en fait, moi ce que j'appelle le carbofascisme, parce qu'en général ça va ensemble quand même, hein, les pétromonarchies du Golfe, Trump, Poutine, ils ont quand même plusieurs points communs, le côté carbo et le côté fascisme. Et donc, pour combattre tout ça, on voit bien que souvent, c'est des régimes aussi qui mettent en cause la science et que en France, on n'en est pas encore complètement là, mais en France, on approche dangereusement. Moi, j'étais là au Salon des maires. Je suis allée voir tous les stands de mes anciens collègues. Alors, tout le monde a bougé, hein, c'est des endroits où les gens bougent très vite, mais je suis allée voir l'Office national des forêts, je suis allée voir l'OFB, je suis allée voir l'ADEME, je suis allée voir l'ANSES. Et à chaque fois, je trouvais quand même des gens par qui ce pays continue de tenir. Il y a des fonctionnaires, des associatifs, des personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, par qui ce pays continue de tenir à bout de bras, mais qui n'en peuvent plus. Il y a une grande fatigue. C'est pour ça que je parlais dans l'introduction du livre que j'ai sorti en octobre, d'une grande fatigue morale et de ma plus grande crainte, c'est la résignation, en fait. C'est le moment où les gens n'en pourraient plus. Donc je quitte souvent les endroits en ce moment et les rendez-vous en disant tenez bon, nous arrivons. Mais voilà, c'est très très dur. Et donc scientifique aussi, tenez bon, nous arrivons. On a quand même un ministre de la Recherche qui a lancé une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités, alors que c'était un fantasme d'extrême droite, ce qui n'a rien donné d'ailleurs. Et on voit que voilà, la recherche est attaquée en tant que recherche, en tant que science, mais aussi en tarissant les moyens, ce qui est un vrai problème. Des fois, des gens disent compétitivité. J'ai fait un débat là avec Challenge, avec des chefs d'entreprise. Quand on dit compétitivité, on dit c'est parce que les salaires sont trop élevés, on paye trop d'impôts. Mais en fait, l'un des principaux critères de compétitivité, c'est aussi la recherche. Dans beaucoup on voit que c'est vraiment le pourcentage de recherche-développement dans le PIB est un degré de compétitivité au niveau international et que là-dessus, on est sérieusement en train de décrocher. Donc, je vous dis, tenez bon, on arrivons, mais dites-moi aussi de tenir bon que vous arrivez parce qu'on va avoir besoin de vous. Peut-être pour rebondir sur ce sujet, l'étude qu'a menée Cécile, elle montre que beaucoup d'entre nous, des jeunes ingénieurs, on estime qu'on a une certaine responsabilité face aux urgences environnementales. Et souvent, il y a une question qui arrive dans notre cursus, donc c'est une question pratique qu'on va vous adresser. On se pose la question de concilier à la fois engagement pour la transition et puis parcours professionnel. Avec l'idée, on a tous des avis différents sans doute, sur la possibilité de changer les entreprises de l'intérieur. Pas forcément des entreprises du monde fossile, mais plus largement de la manière dont on peut peut-être changer les choses de l'intérieur. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez des conseils, voire des choses sur lesquelles on ne devrait pas aller justement parce que ça ne nous permet pas d'aller vers cet objectif pour aider à la transition écologique? Déjà, moi, j'admire les personnes qui font le choix de la fonction publique en ce moment parce que, voilà, on voit que c'est dur, que c'est un choix...
y compris qui financièrement implique, alors j'exagère de dire un sacrifice, parce que je pense qu'aucun de vous ici, même si certains ont des prêts étudiants à rembourser, peut-être des familles à aider, mais aucun de vous ici n'aura de problème d'argent dans sa vie, vu le diplôme avec lequel vous allez sortir. Mais c'est vrai qu'entre ceux qui font le choix du public et du privé, il y a une différence. Et donc moi, je trouve remarquable les personnes qui font le choix de mettre au service du public leurs compétences, service public qui en a bien besoin. Voilà. Tenez bon, nous arrivons. Ensuite, pour celles et ceux qui font le choix du privé, c'est un choix très personnel, donc je vais pas vous dire comment ça, c'est un scandale. Vous ne trouverez jamais de ce côté-là. Mais voilà, si votre but c'est de changer de l'intérieur, faites attention à ce que ce soit pas l'intérieur qui vous change, parce que c'est quand même souvent ça qui arrive. Et c'est aussi pour des questions de dilemme moral. C'est qu'à un moment, quand t'es pas aligné, quand tu es en dissonance cognitive tout le temps, t'as tendance, pour être à l'aise avec ce que tu fais, pour être aligné, à finir par épouser les valeurs du monde auquel tu appartiens, parce que c'est trop dur de se lever tous les matins en disant j'en peux plus, je déteste tout le monde, je supporte plus ces réunions, je supporte plus ces discussions. Ça arrive. Moi, je croise des gens qui arrivent chez les Verts en disant j'adhère chez vous parce que j'en peux plus. Je peux plus voir leur tronche au travail. J'exagère, mais il y en a, ils arrivent au bout du rouleau en disant j'ai besoin de faire. Là, c'est urgent, j'ai besoin de faire un truc qui a du sens. Et du coup, ils viennent chez nous. Donc voilà, si vous faites le choix du privé et qu'à un moment vous trouvez que ça n'a plus de sens, venez chez nous. Je propose de passer à l'international. Et là... C'est le moment du débat présidentiel. Mais je vous félicite, vous avez mis l'écologie avant, donc c'est très bien. Il y a 10 ans, à Paris, c'était la COP 21 qui a marqué une avancée forte dans les engagements pour les enjeux environnementaux à l'échelle mondiale. La COP 30, donc 10 ans après, vient de se terminer. Et il semble que les enjeux environnementaux ne peuvent plus être dissociés du commerce international. Est-ce que c'est un recul pour vous? Déjà, vous dire que moi, la première COP que j'ai faite, c'était la COP 15, ça ne me rajeunit pas, c'était à Copenhague en 2009. Donc je venais d'adhérer chez les Verts et j'étais partie en covoiturage avec des Verts de Picardie, des jeunes Verts de Picardie, dormir dans un gymnase avec des Roumains et on était en mode... c'est comment? Ça s'était mal passé. Covoiturage ou la COP? Non, le covoiturage, c'est bien passé. Ah non, la COP 15. Vous avez une idée de COP qui s'est bien passée, vous? Dites-le moi. Mais à l'époque, je me rappelle qu'on manifestait. Moi, c'était les premières grandes manifs écolo. Et on avait des petites pancartes « There is no planet B ». Il n'y a pas de planète B. Et ce que je regarde avec amertume aujourd'hui, c'est que quelque part, j'ai l'impression que même ça, c'est remis en question, parce qu'il y a quand même Elon Musk qui dit « Non, mais en fait, foutu pour foutu, nous, on va aller sur Mars. Donc, on ne fait plus d'efforts sur cette planète. Il n'y a plus rien à en tirer. Et les happy few pour revenir avec moi sur Mars, ou d'autres qui se construisent quand même. C'est pas de la science-fiction. C'était un reportage de Radio France que j'ai écouté avec délectation. En fait, ils se construisent des super bunkers d'ultra riches en rachetant des terres en Suède ou en Nouvelle-Zélande en disant c'est pas cher, il fait froid, il fait frais. Et c'est des super bunkers où l'eau est filtrée, l'air est filtré, c'est souvent construit par très bons ingénieurs. Mais on voit qu'il y a une forme de séparatisme ultra riche. Je sors de mon audition sur le séparatisme musulman et des fois je me dis, le séparatisme il existe quand même pour différents types de populations. Et oui, les ultra riches sont en train de faire séparatisme. Donc la COP là qui s'est passée à Belém, c'est tragique. C'est-à-dire qu'on essaye même plus d'essayer, on fait même plus semblant d'y croire, j'ai l'impression. On s'en désintéresse. Alors des fois les gens disent qu'il faut plus faire de COP. Moi, tant que j'ai pas un outil meilleur, je suis comme Laurence Subiana. Je vous dis, on a le devoir d'essayer. Et au moins que tout le monde se retrouve à la même table, y compris les gens des énergies fossiles. Bon, ils ont quand même une responsabilité. Donc, s'ils sont pas dans la discussion, on n'a pas d'impact. Mais là, ils sont plutôt dans la discussion pour torpiller. Donc, je n'ai pas d'autre choix que continuer à en faire. Et pour ce qui est du commerce international, on va pas arrêter le commerce international du jour au lendemain. Mais en fait, on a quand même un sujet. Là, le Mercosur, donc qui vise en fait à vendre des voitures allemandes et françaises en Amérique du Sud pendant qu'on va leur acheter grosso modo de la viande et du soja, en disant c'est important parce que comme on va baisser les tarifs douaniers, on pourra vendre plus de sacs à main LVMH et de voitures. Enfin, je pense pas que les gens au Brésil ou en Argentine, quand ils s'achètent un sac à main de luxe, la barrière prix soit très importante, parce qu'en fait, c'est des consommations ostentatoires. Donc, en fait, plus c'est cher, quelque part, mieux c'est. Enfin, c'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent qui font ces achats-là. Et nous, dans l'autre côté, on va se taper quand même de la viande et des aliments qui, dans la production desquels, plus de 150 substances interdites en Europe ont été utilisées. Et le problème là-dedans, c'est que même la transparence n'y est pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, à la limite, c'est sur le marché, les gens font leur choix. Même si, niveau financier, les choix sont parfois contraints. Mais là, même pas, vous allez acheter une barquette de lasagne made in France avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge. C'est écrit fabriqué ensemble en France, drapeau bleu-blanc-rouge. Drapeau bleu-blanc-rouge, c'est français. C'est pas le truc du Mercosur que j'ai entendu à la télé. Parce qu'en fait, fabriqué en France, ça veut dire que c'est assemblé en France. Donc, dans votre barquette de lasagne,
ce sera le petit drapeau bleu, blanc, rouge, mais il y aura peut-être un quart de viande du Brésil avec des produits dedans que vous n'auriez pas voulu donner à vos enfants. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et en fait, il y a un truc qui à un moment n'a pas de sens. Je me rappelle de l'accident du tunnel sous la Manche à l'époque où c'était, si je me rappelle bien, parce que c'est tellement, ça n'a pas de sens que j'ai toujours l'impression que je me gourre, mais c'était un camion d'huile d'olive française qui allait être vendu en Italie. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que font ces Italiens qui consomment de l'huile d'olive française. Moi, je fais l'inverse. Et un camion de lait italien qui venait être consommé en France. Et alors que l'Italie avait de l'huile d'olive et la France avait du lait. Et c'est ça qui provoque l'accident du tunnel sous la Manche. Là, bon, l'émission carbone n'était pas la plus redoutable, mais bon, il y a cet accident mortifère. Comment ? Je pense que la réaction, c'est que le tunnel sous la Manche... Excusez-moi. Non, c'était dans le tunnel entre l'Italie et la France, le Lyon-Turin. Ouais, la meuf... vous aviez raison de réagir, c'était n'importe quoi. Non, mais moi, le tunnel sous la Manche, vous n'imaginez pas quand j'étais petite, l'aventure, l'épopée, ça nous a tous obsédés, parce que c'était le futur dans notre... Moi, je suis du Pas-de-Calais, c'était le futur dans notre département, quoi. Et je me rappellerai toujours avec émotion la première fois que je l'ai pris. Mais donc, du coup, voilà, il y a ce truc. Et aujourd'hui, quand on parle des accords de libre-échange, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, c'est quand même des agneaux qui sont mis sur des carbots réfrigérés et qui font des semaines de navigation avec la réfrigération en plus. Enfin, voilà, moi, j'ai du mal à comprendre le sens de tout ça. Et je pense qu'on va être amené à relocaliser les productions au maximum pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions sociales. Et que voilà, le Made in France, pour moi, est un vrai sujet à porter. C'est un sujet très politique que j'espère mettre au cœur de 2027. Voilà, pas juste comme c'est bleu, blanc, rouge, c'est super, mais parce que ça a du sens, en fait. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Sur les sujets des traités de libre-échange, souvent, la position de partis écologistes, c'est de demander des conditionnalités écologiques dans les traités de libre-échange. Non, nous, sur le Mercosur, on demandait pas de traité. En compromis, par exemple, au niveau européen, etc. Ah, vous trouvez qu'on fait des compromis? Non, je veux dire... Tout le monde dit qu'on n'en fait jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau européen, souvent, compromis, quand on sait que le traité de libre-échange va de toute manière être adopté et qu'on ne peut pas aller jusqu'au retrait, souvent... Moi, j'ai entendu le président de la République dire que jamais de son vivant ce sera adopté, donc comme il est président de la République, il va faire ce qu'il a dit. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la position que vous avez, c'est plutôt de dire qu'il faut arrêter tous les traités de libre-échange, ou est-ce qu'on peut se poser la question d'une utilité de traité de libre-échange avec des patchs écologiques? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Ah, le mot patch, déjà, ça me fait penser à une rustine. Je suis pas très convaincue par ton expression. Je ne voterai pas pour ce programme. Donc moi, je suis plus... Enfin, aujourd'hui, franchement, les traités de libre-échange qui ont discuté, notamment le Mercosur, faut pas le faire du tout. Et y compris, enfin, pour avoir mené vraiment ce débat-là, au Parlement européen, on a une jurisprudence constante sur le sujet depuis même José Bové qui était à Seattle et compagnie. Enfin, c'est quand même un truc, on peut pas nous enlever la constance et la cohérence. Et moi, ça me rend dingue de voir des gens qui sont là au Parlement européen, le libre-échange, c'est sérieux, je suis de droite, j'adore. Et quand les agriculteurs se mettent en grève en France, ils s'achètent des bottes toutes neuves, ils frottent de la terre dessus pour faire genre elles ont déjà servi, ils se précipitent sur les barrages pour dire comment le Mercosur, c'était admissible, ils ont tout voté, tout. Alors t'as Macron qui finit par dire, alors là, moi je me mets en travers des rails, jamais ça passera. Bon, finalement ils ont tout lâché, donc en fait stop à l'hypocrisie, quoi. Et on voit bien qu'à la fin, la variable d'ajustement de tout ça, c'est toujours nos agriculteurs français qui n'ont pas besoin de ça en plus de tout le reste, quoi. Donc voilà, position plutôt dure pour ma part. Après, quand tu perds, tu fais ce que tu veux, mais là, bientôt on va gagner, j'ai cru comprendre. Alors, question toujours sur l'international. Donc là, Donald Trump en est à son deuxième mandat. C'est un tournant inédit. Il y a déjà 2 de trop. C'est un tournant inédit dans le rapport d'une puissance occidentale à la production de savoir. On voit que la liberté des chercheurs est mise en question. Est-ce que la France pourrait être concernée dans les prochaines années? Comment on peut protéger le savoir scientifique dont on pense tous qu'il est particulièrement précieux? Et puis, plus largement, est-ce que les démocraties pourraient être en danger dans les prochaines années? Alors, de manière globale, je me dis depuis quelques années maintenant que rarement le savoir a été aussi éloigné du pouvoir, ou le pouvoir éloigné du savoir. Enfin bref, il y a un hiatus quand même qui se creuse, et c'est vrai que je vais reciter Bruno Latour qui parlait des élites obscurantistes. Et ça, alors, normalement, élite, c'est la liberté guidant le peuple, quoi. C'est des personnes qui, par leur capital social, économique, culturel, étudiant, de diplôme, sont l'avant-garde éclairée qui est censée guider toute la société vers de bonnes décisions. Ça, c'est la théorie sur les élites. Et en pratique, aujourd'hui, on voit bien que un certain nombre d'élites de ce pays
ont décidé d'aller contre la science et contre le bon sens. Alors ça va du ministre qui dénigre un rapport du GIEC à les libertariens de la tech qui rachètent des réseaux sociaux et des médias pour raconter des choses fausses et mettre en place des politiques de désinformation. Mais tout ça n'a rien de nouveau. Déjà dans les années 70, quand je vais remettre un petit coup sur les pétroliers là, dans les années 70, quand les premiers rapports sortent, donc c'est des rapports internes, ça arrive sur leur bureau dans les années 70 pour dire, en fait, votre activité, à un moment, va percuter l'avenir de l'humanité. Là, c'est pas un truc on pourra résoudre, c'est incompatible à moyen terme. Et quand ces premiers rapports sortent, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place la fabrique du doute. C'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas en question, ils ne disent pas on trouve des solutions, bon on le dit à personne pour ne pas paniquer les gens, mais on a 30 ans pour trouver une solution. Non, il dénigre les scientifiques, il les harcèle, il les diffame. C'est ça qui a été mis en place quand même. Dans les années 70 déjà, c'était une vraie pratique. Et là, on voit un retour de ça, mais au plus haut sommet de l'État, c'est su, c'est vu, c'est connu, c'est pas on va vous révéler un grand truc. Franchement, je révèle ça aujourd'hui, les gens disent ah oui, bon bah ouais, on le savait alors. Enfin, tu vois, c'est pas genre on va révéler un scandale. Les gens disent oui, bon bah en même temps les scientifiques, voilà, moi je suis allée j'avais fait un séjour avec l'UCPA, j'aime bien les séjours un peu sportifs et donc je m'étais retrouvée j'avais fait un très beau voyage, je le ferai plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas encore chez les Verts. Et donc, je fais le Grand Canyon, enfin tous les parcs nationaux américains, c'est magnifique. Et il y avait à l'entrée des scientifiques créationnistes, c'est quand même un concept, qui expliquaient que le Grand Canyon avait été créé par Dieu il y a 6000 ans. Et moi, je disais, non. Ils disaient, ah mais moi je suis scientifique. Et vous n'êtes pas scientifique. J'ai ah bon d'accord, bon, pas de problème. Et donc vous voyez, il y a aussi, enfin c'est quand même et ça, moi ça m'avait choqué à l'époque, mais aujourd'hui c'est le président des États-Unis qui dit contre le Covid, injectez-vous de l'eau de javel. Enfin c'est une par jour et c'est ce que on appelle aussi le flood the zone, c'est-à-dire qu'il faut en envoyer tellement tous les jours que t'as pas le temps de faire 2 mois de polémique sur un truc absurde qui a été dit. Il y en a déjà une nouvelle le lendemain, une nouvelle le lendemain, une nouvelle le lendemain, et en fait c'est la fabrique du doute générale qui s'instaure et donc voilà le truc des élites obscurantistes est quand même un vrai sujet et donc je n'ai pas trop d'autres solutions, tenez bon, nous arrivons, que de vous dire qu'il faut tenir et que je pense qu'ici vous êtes plutôt bien formés et qu'il n'y a pas des gens qui disent ah, moi je fais c'est de l'entrisme dans cette belle école pour faire après élite obscurantiste. Je suis envoyée par des gens, voilà, c'est pas ça que vous avez envie de faire et il va y avoir besoin de gens un peu solides qui rappellent et re-rappellent sans relâche les faits et les faits. Normalement doivent être têtus, mais moi je suis très inquiète de voir que, vous voyez, la France a dit on va accueillir des scientifiques américains. Bon, je sais pas si ils vont rester longtemps en France en disant que c'est un endroit safe pour faire de la science. En réalité, quand je vois ce qui s'est passé à l'ANSES, etc., enfin, c'est quand même des politiques au plus haut niveau de l'État, au gouvernement, qui ont attaqué et remis en question de la science, y compris par des personnes qui travaillaient au service de l'État. Donc ça, c'est très inquiétant. Et puis, donc, je vous ai parlé des budgets tout à l'heure. Et je voulais vous dire une dernière chose. Oui, c'est aussi qu'aux États-Unis, en fait, ils ont sabré, par exemple, le National Weather Service, donc le Météo France là-bas, ils ont sabré des centaines et des centaines d'emplois comme ça. Et en fait, c'est pas juste ce qui se passe aujourd'hui qui a un problème, c'est qu'en fait, ils arrêtent d'alimenter, par exemple, des bases scientifiques de référence qui avaient des décennies de relevés météo, de relevés qualité de l'air, par exemple. Par exemple, tout le système... parce qu'en plus, vous allez voir, là, en France, c'est ça, on est en train, ça se voit moins, mais on est en train de sabrer sur Vigicru, sur des dispositifs quand même de prévention des risques. Le fonds vert divisé par 4 en 2 ans. Le fonds vert qui aide les villes à se préparer au changement climatique. Des programmes de recherche, je vous ai parlé de l'ADEME, de l'ANSES, etc., l'INERIS, programmes de recherche qui sont arrêtés, de prévention des risques qui sont contenus. Et vous allez voir que la prochaine catastrophe, il y en aura forcément une, c'est statistique comme ça, c'est les mêmes politiques qui diront comment ça, nanana, l'État est nul, ils n'ont pas su prévoir, ils n'ont pas su anticiper, le SDIS, ils étaient où, la protection civile, c'est pas arrivé assez vite, bah oui, t'as coupé les moyens de tout le monde. Donc il y a un vrai sujet de l'anticipation de ça, et c'est vrai que sur les risques qu'on s'attend à vivre d'un point de vue catastrophe naturelle, changement climatique, je crains que, alors qu'on devrait être en train d'accélérer sur la science pour pouvoir les anticiper, prévoir, organiser au mieux les services de secours pour juste porter assistance à nous dans 10 ans, quoi, ou peut-être même demain, j'en sais rien, on n'est pas au rendez-vous. Et donc, voilà, il y a un côté où c'est les scientifiques qui cassent l'ambiance, faut qu'ils arrêtent de nous parler de tout ça. Bah non, en fait, les écologistes et les scientifiques ont raison de parler de tout ça, et vous savez quoi, je pense qu'on va continuer à le faire. On vous propose peut-être de continuer à parler avec le public. Avec plaisir. Si certains d'entre vous veulent poser des questions, n'hésitez pas. Alors, on n'a pas de micro. En revanche, je pense que... Comme on n'en avait pas non plus, voilà. je pense que c'est bon. Voilà, vous levez la main et nous prenons vos questions. Alors, je vois qu'au fond, il y a une main qui s'est levée. Je t'en prie. Alors, il y avait aussi ici. Je pense que
La première main qui s'est levée est là. C'est pour enregistrer les questions, c'est ça? Donc il faut donner ça à ton collègue. Je suis peut-être pas ingénieur, mais j'ai des réflexes. Et on te passe ensuite. J'ai déjà vu cette scène. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre intervention. J'ai une question. A-t-on encore besoin d'ingénieurs? Est-ce que ça fait pas plusieurs années que les ingénieurs font plus de mal qu'ils ne font du bien ou qu'ils ne créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent? Est-ce qu'on n'a pas besoin de gens avec une formation d'ingénieur qui bifurquent, qui désertent et qui font du beau et du poétique? Merci. Je vais essayer de monsieur le directeur y répondre. Il n'y a vraiment pas besoin de déserter pour faire de la politique. Mais oui, c'est ça, j'ai pas compris. Moi, T'es pas dans l'armée, J'étais directeur de cabinet de ministre. Antoine Pellion, qu'on a cité tout à l'heure, est un ancien de cette école. Alors, ils ne sont pas en politique, ça, c'est des postes à proximité du politique. Donc, déjà, vous pouvez faire ça. Mais j'ai pas parlé d'engagé. J'ai pas compris alors. Non, de poétique. Ah, de poétique. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Ah oui, ça vous dépasse tellement que vous n'avez même pas compris. J'ai entendu politique. Est-ce qu'on a encore besoin d'ingénieurs? Parce que les ingénieurs travaillent essentiellement sur la modalité et pas la finalité. On entend pour ça? Ah. Comment? C'est pas vrai? C'est un peu le métier de l'ingénieur. Alors que les poètes. Les poètes, c'est des combos et ils bossent vachement sur chaque phrase d'une parole, sur la modalité. Il n'est pas poète. Moi, j'ai une formation littéraire, alors là, vous arrivez sur mes sujets. Moi, je suis Flaubertiel, attention, c'est ma passion. Non, mais c'est que globalement, les ingénieurs, c'est des personnes qui optimisent des systèmes, qui font mieux. Globalement, c'est l'optimisation sous contrainte. Le métier d'ingénieur en région, mais on peut être en désaccord. Vous voulez que je réponde? Oui, là, Mais je comprends ta détresse, je comprends ce que tu dis, je comprends ton ras-le-bol, mais j'ai du mal à me dire que la solution, c'est qu'il n'y ait plus d'ingénieurs, que vous deviez collectivement réfléchir, mais j'imagine que vous le faites dans votre formation, à ce que ça veut dire être ingénieur en 2025, 2035, 2045 dans ce monde qui part en live au niveau de la crédibilité des scientifiques, des problèmes qui vont se poser qu'on ne sait pas résoudre, sûrement. Moi, par exemple, tu vois, j'ai beaucoup de recul sur... les gens, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais le technosolutionnisme, ça m'embête. Mais j'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de technique. Tu vois, là, par exemple, le captage de CO2 dans le sol. Mais même si maintenant on arrête tout, on respecte les accords de Paris du jour au lendemain, ce qu'on est incapable de faire et qu'en plus les gens n'ont pas envie de faire, on aura quand même besoin de la captation de CO2 dans le sol là où on en est rendu. Donc moi, je ne dis pas que je suis contre la technique. Par contre, je suis contre le fait qu'on ait une foi tellement absolue dans l'humain et la technique qu'on dise arrêtons de réfléchir, enfin, on trouvera toujours des solutions en allant. Ça m'effraie parce que c'est pas vrai. Et que cette foi que l'humain a en lui-même, ça m'a toujours dépassé, et je pense que c'est dangereux. Donc voilà, je comprends ce que tu dis, mais je pense pas que la solution ce soit plus d'ingénieurs. Et encore une fois, ne déserte pas, tu resteras ingénieur toute ta vie. Tu l'appliqueras peut-être différemment d'autres, tu le mettras peut-être au service de causes plus justes que d'autres, mais voilà, ça c'est vos choix personnels, et je peux que vous encourager à prendre en compte tout ça évidemment. Mais franchement, on va avoir besoin de vous. Hein. Si même vous désertez tous, vous arrêtez d'être ingénieur, alors il va plus, je sais pas qui va rester, mais voilà. Mais on peut vous inscrire en cycle ingénieur civil. Hein, si vous voulez. Mais moi, j'ai même pas le bac S. ou un master spécialisé. Mais spécialisé de quoi? Dans quoi? En transition écologique, par exemple. Mais je vais y arriver? Bien sûr. Ok. Bah, on voit en 2027, non, je serai présidente, mais 12 ans après, 12 ans après, je peux revenir. Oui, moi j'avais une question dans l'urgence de la réponse écologiste que vous mentionnez là avec le mur qui nous attend. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de concevoir une écologie un peu plus apartisane, ni de droite ni de gauche, qui sache rassembler sur des enjeux justement qui réunissent d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, que ce soit les questions d'énergie dont on a parlé, de santé publique, de relocalisation de la production industrielle? Est-ce que c'est pas nécessaire de réunir sur ces enjeux-là? Parce que l'écologie aujourd'hui, elle divise plutôt qu'elle rassemble, et elle nous éloigne aussi de la sobriété que vous pensez qu'on est contraint d'abandonner, qui pourtant pourrait être heureuse. Est-ce que ne pas travailler à une écologie apolitique, c'est un moyen de revenir vers ça? Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis, mais je te remercie de le dire, ça me permet de répondre. En fait, déjà, vous donnez quelques expériences vécues. En 2019, vous savez, quand Yannick Jadot fait un très bon score, il y avait des marches climat partout et tout ça, on gagnait ville écolo. Et la question qui me rendait ouf des journalistes, c'était alors, Madame Tondelier, pourquoi il y a besoin d'avoir un parti écolo alors que tout le monde est écolo? Je dis, ah bon, tout le monde est écolo? Et là, je pense que on est en 2025, plus personne me dit alors, comme tout le monde est écolo, tu vois, tout le monde a bien compris
que quand on se retournait, il y a quand même pas grand monde derrière nous, et que quand les combats qu'on menait pas, personne ne le ferait à notre place. Et je peux te dire, pour rencontrer tous les dirigeants des ONG écolos, les experts au quotidien, on est quand même plus très très nombreux. Donc le problème tel que tu le poses, mais j'aimerais beaucoup que tout le monde soit écolo, la gauche, la droite, tous ensemble, ça n'est pas vrai. Retailleau, c'est le président des Républicains, il fait des tribunes pour demander à interdire les énergies renouvelables. Le RN, je t'en parle même pas, ça m'énerve trop. Les macronistes, j'ai rien compris. Enfin, tu vois, les reculs en une semaine, loi du plomb, allez, on remet l'acétamipride dans l'air, les ZFE terminés, le ZAN terminé. Enfin, c'est pas possible. Et donc, en fait, l'écologie politique, là, tu m'as parlé de sujets environnementaux. Par exemple, tu me parles de l'énergie. Mais sur l'énergie, je te réponds que regarde le programme des autres, tu vas pas être déçu. Mais l'écologie politique, à la base, c'est quoi? Avant même d'être de la politique. L'écologie, c'est une science. C'est la science des interdépendances entre, en gros, les êtres vivants, entre les écosystèmes. Et de ça, l'écologie, ça puise une attention à l'autre permanente. Et moi, en fait, quand j'entends des gens qui me disent « Ah, moi, je suis de droite, je suis plus écolo que toi », en fait, c'est des personnes qui tiennent des propos horribles sur tout un tas d'autres personnes de l'espèce humaine. Et en fait, tu as des gens qui, oui, disent « Moi, je suis écolo », et donc qui considèrent dans leur échelle de valeur qu'il y a les Yorkshire, les bébés Yorkshire, les dauphins, les bébés dauphins, et tout en bas, les migrants et les homosexuels. Bah, ça ne me va pas, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens, ils sont antispécistes, mais ils trouvent qu'au sein de l'espèce humaine, par contre, il y a des classifications à faire, des frontières, des trucs. Non. Donc l'écologie, tu vois, fondamentalement, elle est de gauche dans le sens qu'elle est progressiste, tu vois, qu'elle est amour des êtres humains et de chercher des solutions, pas que des êtres humains d'ailleurs, du vivant en réalité. Et ça, c'est une valeur que je ne vois pas à droite. Alors, il y a des gens de droite qui peuvent être sensibles sur des sujets. Moi, quand je travaillais au Sénat, je travaillais 5 ans au Sénat sur les questions santé sociale. Tu vois, sur les nanoparticules, le rapport qu'on avait fait avec ma sénatrice écolo, c'était avec Chantal Joanneau. Sur la qualité de l'air, il y en avait un de droite, il y avait Fabienne Keller qui faisait tout le vélo à Strasbourg et tout, et un de droite, Jean-François Husson, qui était de l'Est aussi, qui faisait tous nos trucs. Et quand j'étais embauchée, tu vois, 7 ans après, j'arrive chez Atmo France, et on me dit, bah, je te présente Jean-François Husson, il est président d'Atmo Grand Est. Ah bah oui, le fait d'être président d'Atmo Grand Est, de bosser avec les ingénieurs, ça, sur les questions qualité d'air, on pensait pareil. Sur le reste, pas du tout. Mais donc, tu vois, c'est quand même très structurant, l'écologie. Tu peux pas penser l'écologie sans la justice sociale. Enfin, tout ça marche pas. Tu peux pas dire, on laisse tranquille les entreprises, on paye pas d'impôts, voilà, on change rien dans la société, pas le commerce international, pas le capitalisme. Mais par contre, on sauve la planète, ça marche pas, en fait. Donc, c'est très, voilà, c'est très systémique. Et je le regrette, mais c'est comme ça. Voilà. Eh ben, votez pour nous, qu'est-ce que je te dis? Mais j'entends. Mais en fait, c'est pas vrai que l'écologie, on va tous se prendre par la main, s'aimer, etc. En fait, moi, t'as raison sur le fait que l'écologie ne doit pas crisper. Moi, je porte une écologie qui tend la main plutôt qu'elle ne pointe du doigt. J'ai un grand-père qui faisait des betteraves dans le Pas-de-Calais, qui est la FNSEA. Je suis allée là sur un chalut, alors je suis contre le chalut. J'ai passé la nuit à vomir d'ailleurs au large de l'Orient avec des langoustiniers pour leur dire je viens voir. Vous me dites que faut que je passe une nuit avec vous, je le fais. Je vais comprendre ce que vous vivez, mais voilà, on va peut-être pas se faire changer la vie, mais au moins ce sera compris. J'ai passé une nuit là avec un berger dans le Vercors, sur le plateau du Vercors, qui avait des attaques de loups sur ses brebis. Je passais la nuit avec lui pour, tu vois, je me confronte au réel tout le temps. Il n'y a pas de problème. Je suis dans une attention à l'autre, une compréhension, tout ça, ok. Mais par contre, il va falloir prendre des décisions. Et donc, on porte une écologie des 99%. Qui, à la fin, fera du bien, 99% de la population. Désolé pour les 1% qui n'auront plus de jet privé, de super yacht et tout ça, c'est la vie. Mais en fait, on voit bien que c'est pas si évident que ça et qu'on a beaucoup de gens contre nous, soit à faire malgré eux, soit à convaincre, et que c'est des gens qui, par ailleurs, ont énormément d'argent. Tu vois, moi, je vois les moyens de mon parti par rapport à d'autres partis, les moyens des assos écolos par rapport à d'autres super gros. Comme on est dans un monde où c'est le pognon qui règne et qui donne des moyens, c'est très compliqué. Mais encore une fois, tous ceux qui veulent venir nous aider sont les bienvenus, et même si on n'est pas d'accord sur tout. Et puis, il n'y a pas que le Parti des Verts, il y a des ONG, enfin, il y a plein de manières de faire, mais on a besoin de vous. Oui. Donc j'aimerais rebondir sur votre réponse. Donc comme vous l'avez dit, l'écologie politique, c'est pas juste un sujet d'environnement, d'énergie, c'est un projet de société. Et donc moi, c'est des questions en tant qu'ingénieur qui me travaillent beaucoup parce que le nom de mon poste, enfin dans le nom de mon poste, il y a optimisation. Et j'aimerais savoir comment, en tant que société, on peut un peu se détacher du culte de la performance, du toujours plus vite, pour aller vers plus de résilience. Comment on fait pour rendre la résilience attractive avant que on soit forcé d'aller vers la résilience
parce que changement climatique, etc. quoi. Ben c'est exactement la question. C'est-à-dire, en fait, la transition, elle va avoir lieu, qu'on le veuille ou pas. Quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole. Donc en fait, la question, c'est est-ce que c'est une transition qu'on anticipe, qu'on choisit, qu'on façonne, qu'on débat démocratiquement, ou est-ce que c'est une transition subie, à l'arrache, n'importe comment, loi du plus fort, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'on n'aura pas anticipé que ça va nous tomber dessus. C'est ça la question qui se pose. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Après, j'ai développé tout à l'heure l'idée de prospérité écologique que j'essaye de travailler parce que je trouve que c'est une manière d'appréhender les choses qui dit bien ce qu'elle dit, qui rajoute pas de l'angoisse à l'angoisse. Et moi, je pense que sans l'envie, l'enthousiasme, l'espoir, on n'y arrivera pas. Donc, il faut aussi qu'on arrive à dessiner ensemble un projet de société qui donne envie, quoi. Où on se dit, ouais, cette société-là, mes gamins, ils respireront mieux, je serai pas inquiète pour leur alimentation, les rapports sociaux seront aussi plus apaisés. Le vert, c'est la couleur aussi de l'apaisement. Tu vois, les neuroscientifiques disent vert, apaisement. Sauf pour monsieur qui est daltonien, désolé. Imaginez-vous que je suis en vert, ça va aller mieux. Mais il y a aussi un côté où là on en est rendu dans la société. Les personnes qui sont, outre que leur programme est pas écologiste du tout, il y a le truc du carbofascisme, mais ça aussi, ça tend tout le monde. Tu vois, nos sociétés, elles sont en train de partir en live. Or, pour relever les défis qu'on va devoir relever, il y aura besoin d'énormément de coopération. Donc on voit, quand il y a eu le Covid, il y a des moments où il y a des sursauts, ou quand il y a des attaques terroristes terribles, il y a des sursauts un peu nationaux de on va se rendre service, etc. J'espère vraiment. Moi, je me demande souvent, on a commémoré là les 10 ans du 13 novembre. Je suis allée aux commémorations et toute cet après-midi-là, je me suis dit, mais dans la manière dont tout est en train de partir en live, est-ce que si ça avait lieu, j'espère que ça n'aura plus jamais lieu, mais est-ce que si ça avait eu lieu maintenant, le pays aurait réagi pareil, se serait tenu la main, aurait tous été à République pour affirmer tous ensemble qu'on n'avait pas peur ou est-ce que on se serait tous entre-déchirés comme on le fait à longueur de journée là sur Twitter, sur le plateau télé. C'est un vrai truc qui m'inquiète au fond de moi, ça. Donc je pense qu'on a besoin j'essaye de le faire. Tu vois, là je suis à la commission sur l'entrisme des islamistes chez les Verts. Je sais, c'est quand même dingue. Je dis, mais vous avez convoqué tous les partis? Ah non, juste moi. Bon très bien, pas de problème. Et j'ai répondu pendant 2 heures. Je me suis dit, il faut que tu sois la plus factuelle et la plus sereine possible. Déjà, j'ai rien à me reprocher. Mais tu vois, en fait, faut poser. Et du coup, quand tu poses, ça détend aussi en face. À la fin, ils m'ont dit, merci, c'était sérieux comme audition. J'essaye à ma petite échelle de faire ça parce que je me dis que quand tu rajoutes de la tension à la tension tout le temps, ça conduit à rien de bon. Et qu'en fait, par exemple, avec les agriculteurs, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, en fait, tu vois, il y a des points de tension. Il y a des agriculteurs qui sont ultra vénères. Il y en a un qui m'a quand même menacé de mort pendant 48 heures dans le Lot-et-Garonne. Là, il m'a fait un texto pour me demander s'il pouvait être mon ministre de l'Agriculture. Alors, évidemment que c'est sûrement une blague. En tout cas, je l'ai pris comme tel. Mais fini en disant bisous, bisous. J'étais là, mais tu te rappelles que tu m'as menacé de mort quand même pendant 48 heures? Tu m'as poursuivi dans tout le Lot-et-Garonne, que la presse a titré « La chasse à la femme va-t-elle survivre encore 24 heures quand même ?» Et là, bisous, bisous, je peux être ton ministre. Au moins, tu vois, lui, je pense que c'est, voilà, je n'ai pas toutes les solutions, mais ce que je sais, c'est que ça va être très dur et qu'on a besoin de créer ce chemin de crête. Et plus les années passent, plus la fenêtre se referme. Donc voilà. Mais on va avoir besoin de toutes les bonnes volontés pour ça. Je te promets une meilleure visite du Lot-et-Garonne. Je suis interdit d'y retourner, mais j'y vais quand même. Oui, moi, ma question s'inscrit dans la ligne de la question précédente. Donc, et le commerce avec l'usine du monde qu'est la Chine. Mm-hmm. Donc, on voit bien que le commerce de Temu, Shine, Alibaba, tout ça, ça représente à peu près 600 vols par jour. Ce qui nous arrive là-dessus, et c'est un problème. Imaginons que pour des raisons totalement différentes, c'est-à-dire de souveraineté, de patriotisme, de préférence nationale, le RN dépose une proposition de loi pour limiter ça, c'est-à-dire en taxant les choses. Est-ce que vous seriez prête à voter avec le RN, pour des raisons différentes, quelque chose qui aille dans votre sens ? Alors, le moment où le RN dépose des propositions de loi pour nous faire plaisir n'est pas encore arrivé, rassurons-nous. Et par ailleurs, je pense que les propositions qu'on pourrait voter, en général, on les dépose nous-mêmes. Il les vote rarement. Mais sur ce que tu proposes, attention, parce que la taxe... moi, je suis pas d'accord pour en faire une sorte de suffrage censitaire. C'est-à-dire que les riches ont accès encore aux trucs de Chine. En fait, si c'est pas OK, faut l'arrêter, en fait. Et je pense qu'on a un vrai... tu vois, je pense que l'écologie punitive, elle vient de là aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur le diesel, moi, j'ai travaillé dans la qualité de l'air. Les gens, quand je suis arrivée chez Atmo, il y en avait qui étaient là depuis 40 ans. Et qui me disaient, mais t'imagines, quand on a mis en place le diesel, nous on a tout de suite dit, c'est pas une bonne idée. Si, vous avez rien compris, nanana, le gaz d'échappement, n'importe quoi, retourner dans le Larzac, etc. Les gens qui ont acheté du diesel, ils l'ont pas acheté par amour du diesel. Ils ont acheté parce que l'État a donné un signal prix très précis pour que tout le monde achète du diesel.
Quand au bout de quelques décennies, l'État se rend compte que nous avions raison, tout d'un coup, c'est « Ah, donc en fait, on ne vous avait pas dit, donc ça ne va pas du tout, donc vous êtes tous des criminels, et donc vous n'avez plus le droit d'utiliser vos diesels. » Ah oui, mais c'est vous qui avez dit de l'acheter. On s'en fout. Ah, les aides, on les coupe. En 2024, on supprime quand même les aides au changement de véhicule juste avant de passer aux ZFE. Enfin, ça n'a aucun sens. Sachant qu'on peut faire, par exemple, du rétrofit, tu vois, en faisant qu'on change juste le moteur et la voiture, tu vois, les gens, des fois, ils sont attachés sentimentalement à leur voiture, c'est leur objet le plus précieux, et bah, tu pourrais changer que le moteur, et l'industrie automobile ferait aussi ça. Donc, tout ça pour dire que les solutions, quand tu dis on va taxer aux frontières très très fort, mais en fait, tu touches le consommateur, et ça devient injuste, parce qu'en fait, t'as toute une partie de la population qui a plus accès, les autres qui continuent, les Instagrammeuses qui se font des unboxing, je sais pas quoi, là, avec 30 maillots de bain, genre, j'ai acheté 30 maillots de bain, je vais les essayer un par un, et qui a besoin de 30 maillots de bain? Et les gens qui achètent 30 maillots de bain, quand le mec de Chine nous dit « Ah, mais c'est pour le pouvoir d'achat », personne qui a des problèmes de pouvoir d'achat s'achète 30 maillots de bain. Et quand au BHV, ils ouvrent le 5 ou le 6 du mois, leur boutique, là, c'est parce que c'est le jour où on touche les allocations. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent du surendettement. Donc, moi, je suis très vigilante à comment l'écologie n'est pas vécue comme une injustice sociale supplémentaire. Les problèmes, on les résout en arrêtant et en anticipant et on en parlait dans la planification. Dans les panneaux solaires, il y a 10 ans, non, il y a un peu plus de 10 ans, 30 ans, 75% des panneaux solaires étaient produits en Europe. Aujourd'hui, c'est 10%. C'est la Chine qui produit tout. Ils en développent plus que les États-Unis en ont développé dans toute leur vie. Là, on parle d'implantation d'éoliennes, pas de production. La CRDS, qui est en train d'être battue en brèche en Europe, en Chine, ils prennent de l'avance sur nous. Et le Parti communiste chinois, ils le font pas par amour de l'environnement. Ils le font parce que c'est des choix stratégiques en termes de compétitivité qui leur paraissent très rationnels. C'est-à-dire que nous, non seulement on fait pas les trucs pour l'environnement, mais on prend même pas des décisions économiques rationnelles. Chaque degré de réchauffement climatique au niveau mondial, ce sera 12% en moins du PIB. Donc même les amoureux de la croissance et du PIB, rationnellement, de leur calcul, ils devraient pas faire ça. Donc voilà un peu quelques éléments de... Je vais la reposer de manière différente. Vas-y. Sur le e-commerce, qui vient de loin, penses-tu qu'il paye réellement sa contribution et son impact? Ah bah évidemment que non. Mais évidemment que non, mais c'est pas les seuls. Non, mais même sur le bio, prenons l'agriculture. Juste en France, ta salade bio, ta salade pas bio. La salade bio, tu la payes un peu plus cher, mais elle coûte beaucoup moins cher à l'environnement. Il y a un service rendu à l'environnement qui n'est pas pris en compte. Le bio est en train d'être battu en brèche aujourd'hui dans les décisions du ministère de l'Agriculture tous les jours. C'est très dur. Et donc, oui, il faut réinternaliser les impacts sur l'environnement, ça c'est sûr. Mais tu vois, quand j'entends les gens dire « Ah, Chine, quand il y a eu la poubelle, je crois que le summum, ça a été la poubelle pédocriminelle. » Et tout à coup, le gouvernement dit « Oui, là, on va sévir. En plus, ça fait des mois qu'ils mettent sur le marché européen et français des produits qui respectent pas les normes. » Ah bon, alors si ça fait des mois qu'ils respectent pas les normes, pourquoi on agit maintenant? J'ai pas compris. Parce que c'est quand même des vêtements qu'on met sur notre peau. Les enfants, ils mettent à la bouche chez eux. Avec dessus des produits qui les rendent malades. Enfin, je comprends pas. Tenez bon, nous arrivons. Oui. Les écologistes ont été, il me semble, aux côtés d'organisations écologistes assez déterminées comme les Soulèvements de la Terre. Il y avait des élus. J'adore le assez déterminé. Oui, assez déterminé. Il y avait des élus écologistes à Sainte-Soline, il me semble. J'y étais moi-même. Voilà, vous étiez vous-même. Donc, avec une idée qu'on peut s'en prendre à des infrastructures qu'on considère comme étant dans une logique écocide. Si on reprend les mots d'Andreas Malm qui a écrit Comment saboter un pipeline, on se pose la question dans le mouvement écologiste, est-ce qu'il faut essayer de s'en prendre directement aux infrastructures du capitalisme fossile? Jusqu'où est-ce qu'il faut y aller? Dans quelle mesure il faut privilégier ce mode d'action? Dans quelle mesure un parti comme les écologistes peut soutenir ce mode d'action? Alors, dans la charte des Verts mondiaux, que toute personne qui arrive chez les Verts qui adhère doit signer la charte des Verts mondiaux. Et vous le savez, la non-violence, ça fait partie des fondamentaux de l'écologie. Pour le coup, j'y tiens vraiment. À Sainte-Soline, pour le coup, alors oui, il y a eu de la violence m'étant retrouvée au milieu, je suis bien placée pour le savoir. Vous avez vu les vidéos qui sont sorties des côtés forces de l'ordre, c'est quand même hallucinant. Mais il n'y avait rien à détruire à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, il y avait un trou de l'équivalent de 80 piscines olympiques. Et donc, ils ont déployé 3000 forces de l'ordre, 3 hélicoptères, des drones, beaucoup de grenades, alors que Darmanin avait dit qu'il n'y aurait pas d'armes de guerre. Je n'ai vu que ça, les reportages en attestent, donc il a menti, pour protéger un trou. J'ai pas compris. Parce qu'au pire, j'avais fait, moi, Sainte-Soline 1, c'était au mois d'octobre, c'était quelques mois avant. Bah, en fait, y en a qui sont rentrés dans le trou, pas moi. Ils sont rentrés dans le trou, ils étaient dans le trou. Et tu casses pas un trou, en fait. Donc, tu vois, il y a un truc... Je trouve que la manière dont a été organisée la répression à Sainte-Soline est complètement disproportionnée, avec Darmanin qui, des jours, des semaines avant, puis quotidiennement, dit « je rajoute des hélicoptères, je rajoute des bataillons, je rajoute ». Donc ce qui a
consisté à donner rendez-vous à plein de gens en Europe qui se sont dit tiens, là, apparemment, ça va être le bordel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu dans mon pays. Je vais aller participer. Enfin, tu vois, il y a eu un truc qui a mis en danger, y compris les manifestants. Moi, dans cette manifestation, j'y allais parce que j'avais 200 adhérents qui y étaient, et je croisais les gens de la Ligue de protection des oiseaux qui étaient avec leur, vous savez, les trucs pour compter pour les ornithos. Ils comptaient les manifestations avec les ornithos, il y avait les clubs de marche, il y avait tout le bureau du MRJC. Enfin, tu vois, et on s'est fait traiter comme des criminels. Et d'ailleurs, là, j'étais, tu vois, dans la commission d'enquête sur le terrorisme, je leur ai dit, mais si vraiment vous prenez au sérieux la notion de terrorisme, mais ne confondez pas tout. Ne confondez pas le Bataclan et des écolos. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, en fait. C'est des notions trop sérieuses pour faire des amalgames. Et vos services de force de l'ordre, et y compris les services antiterroristes, doivent pas surveiller des je sais pas qui écolo qui a fait, enfin, tu vois, surveiller les vrais terroristes, quoi. Enfin, à un moment, cette notion, elle est dévoyée, c'est n'importe quoi. Donc, sur Sainte-Soline, par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même reprendre les choses dans l'ordre. La meilleure manière de garder de l'eau, c'est pas une bassine, c'est la nature qui l'a conçue, ça s'appelle une nappe phréatique. La manière la plus efficace de conserver de l'eau en grande quantité, c'est une nappe phréatique. Le concept des bassines, moi je parle pas enfin j'ai une retenue dans mon jardin, hein. J'ai comme tout le monde, tac tac tac, j'arrose mes fleurs avec et mes salades, quand les poules les bouffent pas, tout va bien. Il y a pas de problème à prendre l'eau de pluie de manière, tu vois, exploitation par exploitation, c'est logique, c'est même une bonne pratique. Par contre, de créer des équivalents de 80 piscines olympiques, donc problème de biodiversité, etc. Et puis, en fait, c'est de l'artificialisation de sol, hein, de terres agricoles, en privatisant de l'eau. Et en disant, bah, eux, ils pomperont, comme ils ont l'argent pour construire la bassine ou pour s'irriguer, c'est à peu près 100 000 € par exploitation. Eux, ils pourront pomper dans la phréatique l'hiver, pardon. Donc, en plus, ça perturbe, c'est sur des volumes d'eau, ça peut perturber aussi le cycle de l'eau. Et donc, quand il y aura un arrêté sécheresse, qui, comme ils ont pompé par la phréatique, peut-être va arriver plus tôt d'ailleurs. Eh ben, toi, tu n'auras pas le droit de remplir la piscine de tes gamins. Tu pourras plus laver ta voiture. Bon, ça, c'est pas très grave. Moi, lavage de voiture, ta voiture peut être sale 2 mois, personne ne va mourir. Par contre, tu vois, la piscine des gamins, quand c'est la canicule, c'est un peu chiant. Tu peux plus arroser ton jardin. Tu perds tes fleurs, ton potager. Il y en a pour qui c'est difficile. Les maraîchers perdent tout. Les maraîchers qui sont pas reliés à la bassine. Et par contre, ceux qui ont la bassine, ils ont privatisé de l'eau. Donc moi, les bassines où on pompe dans la phréatique, j'ai un problème. Et c'est un problème scientifique. Tu vois, sur la 69, tu as aussi 1500 scientifiques qui ont fait une tribune pour dire c'est un truc d'un autre temps, ça va pas. J'ai jamais vu 1500 scientifiques se mettre quand un projet l'a dit c'est trop grave, on peut pas. Donc en fait, tu dis les choses calmement. Tu fais des tribunes, des démonstrations, tu prends des arguments scientifiques, tout le monde s'en fout. Tu passes au recours juridique. On les gagne très souvent. Sur la 69, sur Sivins, sur la bassine de Sainte-Soline, a déclaré illégale. Mais donc le petit jeu, c'est que comme les recours en matière environnementale sont pas suspensifs, les travaux avancent, et quand la justice dit ah oui là en gros le bilan coût-avantage environnement ne va pas, et il dit ah oui mais comme les travaux sont faits, bon bah on va pas revenir les terres agricoles, les arbres, donc bon bah fait pour fait, on va le laisser en place. Si Rémi Fraisse n'était pas mort à Sivins, c'est il y a plus de 10 ans, le tribunal a dit ça y est, c'est illégal. Ben, bon, là, il n'y avait pas de barrage, mais si Rémi Fraisse n'était pas mort, les travaux auraient continué, et il y aurait eu ce barrage. Il aurait été décidé illégal trop tard. Donc la justice n'est pas... C'est dur de dire ça pour moi. Mais la justice, elle est trop lente par rapport aux atteintes à la nature. Donc qu'est-ce qu'on fait? Science, ça marche pas. Justice, ça marche pas. Bah, du coup, on manifeste. Et à Sainte-Soline, toutes les manifestations, la 1, la 2, la 3, la 4, ont été interdites. Tu n'as même plus le droit de manifester. Et je trouve que l'État, en n'écoutant pas les scientifiques, en n'écoutant pas les écologistes, en faisant en sorte que la justice aille moins vite que les travaux, en mettant, enfin tu vois, et en interdisant les manifestations, ils ont aussi une responsabilité. Et du coup, on les traite comment, les problèmes, on les traite où? Moi, je suis très contente d'en débattre avec vous ici. Peut-être que c'est demain, c'est vous qui déciderez, donc j'aurais pas perdu mon temps. Mais tu vois, il y a un truc quand même qui est très, je ne sais pas comment on solutionne démocratiquement et sainement et sereinement ce sujet aujourd'hui. Voilà. Et je le regrette. C'est ce que j'ai dit à la commission d'enquête de l'époque. On vous propose une dernière question. Je propose c'est Thomas de nouveau. Donc, très bonne lecture, Andreas Malm. Question. Vous êtes des rebelles ici. De justice sociale, parce que l'actualité, c'est plus le budget, les économies, tout ça. Et bon, c'est un sujet de justice sociale et du coup très de gauche, comme vous disiez, l'écologie, c'est aussi très de gauche. Est-ce que dans cet environnement-là, vous êtes un peu, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes tenté parfois d'avoir un discours plus orienté sur le côté gauche économique de votre parti, ou continuer à garder une ligne d'abord parler d'écologie et ensuite parler d'autres sujets, ou peut-être mettre l'écologie un peu de côté pour parler de justice sociale avant tout, parce que c'est peut-être un peu plus la tendance et les attentes de la population aujourd'hui. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que je me pose la question, parce qu'en réalité,
l'écologie, par principe, elle est sociale. Tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux collègues. En fait, la transition, soit elle sera juste et donc acceptable socialement, soit elle ne sera pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, les choses sont claires aujourd'hui. Les principaux émetteurs, je crois que c'est 1% des habitants, enfin, les plus riches, les 1% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre. Donc déjà, ça pose un truc quand même, plus t'es riche, plus tu pollues. C'est pas Jean-Michel avec son diesel en Picardie et qui n'a pas son wifi la nuit qui cause le réchauffement climatique mondial. Maintenant, donc on y contribue tous, mais certains beaucoup plus que d'autres. Donc 1%, 50%. Par contre, les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique, ce sont les plus précaires. Et je parle du changement climatique, mais qualité de l'air, c'est pareil. Ceux qui habitent au bord du périph, dans les rez-de-chaussée et qui sont plus impactés, c'est les plus précaires aussi. Donc, tu vois, c'est intimement lié. Et c'est vrai que moi, sur la taxe Zuckman, il y a un truc, franchement, que je capte pas. C'est les gens qui vont, donc des politiques ou des éditorialistes, qui vont sur les plateaux en disant « Mais les ultra-riches, vous vous rendez compte comment ils vont faire? Est-ce qu'on s'est mis à leur place? Comment ils vont le prendre ?» Mais ces mêmes personnes, quand on a enlevé 5 € d'aide au logement par mois, je les ai pas entendus dire mais comment vont faire les bénéficiaires de l'aide au logement? Est-ce qu'on s'est mis à leur place? Quand ils ont fait une réforme très cynique de l'assurance chômage, je ne les ai pas entendus dire est-ce qu'on a bien demandé leur avis aux chômeurs? Comment ils vont le vivre? Pas du tout, ils s'en foutaient. Donc en fait, quand tu es ultra riche dans ce pays, je rappelle qu'il y a 9,8 millions de pauvres en France en ce moment et que c'est un record depuis 30 ans, absolu. Et qu'en 30 ans, les 500 familles les plus riches ont vu leur fortune multipliée par 14. Donc je veux bien qu'il y ait le comité syndical des ultra-riches qui vont payer 2% de leur patrimoine, alors que leur patrimoine leur apporte en moyenne 10% par an. Donc ils vont être encore plus riches quand même, tout va bien. Et si alors il y a le cas de Mistral, s'il y a 2-3 cas spécifiques qui rentrent pas dans la grille, Bercy est très, enfin c'est votre métier de trouver. Non mais vous savez faire des. Non mais ok, bon alors Bercy, enfin, ils sont habitués à créer des mécanismes très complexes, c'est leur travail. Et donc voilà, mettre en place c'est comme à l'époque de l'ISF, il y avait les veuves de l'île de Ré qui avaient leur terrain qui coûtait très très cher et qui était imposable d'ISF. On a trouvé des solutions. Bah là on en trouvera aussi quoi. Donc je trouve qu'il y a des débats qu'on mène de manière pas très rationnelle, voilà. Et que le fait que les médias soient rachetés par beaucoup qui ont les moyens d'acheter les médias, donc qui sont plutôt beaucoup plus riches que moi et nous tous confondus ici, pose aussi un problème démocratique aujourd'hui, sans parler des ingérences russes, qui sont quand même très objectives sur notre territoire pour influencer les élections à venir. Alors on a des fois des réunions à l'Élysée pour en parler, mais ils invitent tous les chefs de parti, donc il y a Bardella. Donc je dis, bah attendez, on doit discuter de l'ingérence russe devant celui à qui profite le crime, c'est quand même un peu étrange, mais ok, soit. Et donc il y a, on a parlé des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, on a parlé de plein de problèmes, de la poésie aussi. Mais je vous dis, on a un vrai problème démocratique aussi, et le combat politique qu'on s'apprête à mener là va être l'une des batailles, quel que soit votre âge ici, les plus difficiles qu'on ait jamais eu à mener. Donc engagez-vous où vous voulez. Même dans la poésie, ce sera un engagement. On prend tout. Merci beaucoup. Alors juste avant de redonner la parole à notre directeur pour conclure, moi j'ai juste une petite question de fin. Pourquoi, il y a quelques mois, vous avez accepté notre invitation venir ici nous parler? Ah bah parce que je trouve que c'est très important. Alors là je vais aller à HEC, enfin je vois différentes écoles, mais c'est vrai que j'étais déjà honorée de votre invitation et que je trouve tout ça toujours très important de discuter avec des étudiants, avec des écoles et avec des élites dont j'espère qu'elles ne deviendront pas obscurantistes. C'est important pour moi, je pense que c'est important pour vous aussi, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, de pouvoir se confronter à d'autres raisonnements. Et en tout cas, vraiment, je le dis, c'est pas des paroles en l'air, c'est de ceux qui ont envie qu'on discute de tout ça. C'est avec grand plaisir, qu'on soit d'accord d'ailleurs ou pas. Donc merci beaucoup, on pourra discuter avec vous au petit cocktail. C'est toujours mon moment préféré, ça n'enlève rien à la qualité de nos échanges, mais la convivialité, c'est important aussi dans ce monde de brut. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Simplement quelques mots. Alors d'abord parce que ça permet de revenir à Flaubert. Donc, regardez là pendant l'éducation sentimentale. Non pas l'éducation sentimentale, mais quelques phrases qu'il a dit sur des questions de politique et d'écologie. Alors c'est pas forcément le plus fort chez Flaubert. Il a une citation sur la taxe Zuckman, je crois. Il a une citation sur le gouvernement d'un pays doit être une section de l'institut. Alors je crois que moi je serais pas d'accord avec ça. Je crois qu'avec les mines, on pense qu'il y a une autonomie évidemment du politique, qu'il ne s'agit pas d'être techno-solutionniste ou sciento-solutionniste, qu'il y a quelque chose à construire, hein, ce que vous nous avez dit, hein, une co-construction à faire. Je crois que c'est juste. Il nous a aussi dit qu'il faut devenir stoïque quand on vit dans les tristes époques où nous sommes.
Et là aussi, je crois qu'à l'école Je des mines, revendique de ne pas être stoïque. voilà, on croit que vous pouvez dire la même chose. On croit que le courage, c'est l'audace et la vulnérabilité ensemble, et qu'il faut aussi ressentir. Et, enfin, je crois que vous nous avez montré que on est percutant, on est efficace, on est assertif, on est engagé quand on ressent aussi émotionnellement et qu'on se laisse ressentir. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons avec les élèves. Et parfois, quand on sort de prépa, on a moins développé cette partie-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'est pas plein de ressentis, mais on n'a pas forcément trouvé les manières de l'exprimer. Ça fait partie des choses que nous travaillons beaucoup avec les étudiants. Et puis enfin, il a dit, c'est celle que je préfère, il écrit, c'est dans une lettre, tu n'imagines pas comme je deviens amant de la nature, je regarde le ciel, les arbres et la verdure avec un plaisir que je n'ai jamais eu. Je voudrais être vache pour manger de l'herbe. Alors là, pour le coup, je pense qu'il allait un peu loin. On va se contenter du cocktail. Mais il y a quand même cette idée qu'il faut se reconnecter. Enfin, je voudrais être vache pour manger de l'herbe. Il faut le regarder à l'échelle de l'humanité tout entière. C'est-à-dire de co-construire avec la nature et de ne pas être dans l'optimisation du système, mais d'être dans la co-construction avec les services écosystémiques dont vous avez parlé. Et tout ça. Alors, c'est pas facile, mais c'est un beau défi d'ingénieur. Alors, je terminerai par ça. Le logo de l'école des mines, ça ne se voit pas forcément quand on le regarde de loin, mais c'est la lampe du mineur. Ça, c'est chez moi. Ne me lancez pas sur les mines. Moi, j'ai grandi entre le Terry 94. On a gardé la lampe, ça va, c'est pas plus. Excellence forever. Aujourd'hui, sur les mines, on travaille aussi sur les mines urbaines, le recyclage et tout ça ici à l'école. Les gaz de, vous faites les gaz de houille aussi. C'est que s'il y a bien un endroit où on peut, la geste du Nord fait partie aussi des choses. Qui sont dans notre patrimoine. On travaille sur les sciences sociales aussi, en général. Les luttes sociales, comment ça s'est construit. Voilà. Mais donc, cette lampe, c'est notre meilleure garantie de vous dire qu'on ne pourra pas aller vers les élites obscurantistes. Parce que nous, un phare dans la nuit. On se balade avec notre lampe qui, parfois, n'éclire pas bien loin, mais parfois plus loin. Dans les mineurs, ils avaient des lampes, mais ça se terminait pas bien parfois quand même. Fini, j'espère, par contribuer à l'éclairage de l'ensemble. Merci beaucoup merci à vous tous. Et on se retrouve autour Si vous me permettez, j'ai encore mieux que la lampe de mineur, c'est le poisson des abîmes, parce que la FNR, j'étais dans un moment d'art un peu comme toi. Alors vous allez nous fâcher, là. Non mais j'arrive et je dis, il me dit alors comment ça va? Je dis mais c'est très très dark en ce moment, c'est un copain éditeur, il m'a dit Marine, il faut que tu sois comme le poisson des abîmes. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et donc le poisson des abîmes, c'est ce poisson qui vit très profond, il fait complètement noir dans l'océan et qui a, avec le darwinisme, a développé donc cette petite lumière. Et donc l'idée c'est qu'il faut générer sa propre lumière dans l'obscurité. Voilà, je te laisse sur cette parole poétique.